Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue, c'est gentil d'être revenu. Je me disais pour la deuxième fois il y aura moins de monde, mais ça va, il y a encore. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, ce que je vais faire pendant tout ce cours, en fait, c'est de faire un petit tour d'horizon d'aspects de la vie des gens dans les pays pauvres. Par sujet thématique. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler d'éducation. La semaine prochaine, on fait une pause. Dans 2 semaines, ce sera la santé. Et pour l'éducation, c'est une jeune fille, Nilou, une petite fille qui va nous guider aujourd'hui. Il est d'usage de faire que les professeurs du Collège de France fassent un cours qui fassent un livre qui sont issus de ces cours. Moi, je fais les choses dans l'ordre inverse. Je vais utiliser un livre qui existe pour animer ces cours, mais ce sont des livres un peu, même pas un livre, 5 livres, mais des livres un peu inhabituels, puisque ce sont des livres pour les enfants que j'ai écrits et qui ont été publiés en septembre de cette année au Seuil Jeunesse, qui sont illustrés par Cheyenne Olivier. Pourquoi j'ai voulu passer par ces livres pour discuter de ces thèmes? Parce que en fait, ces livres, quand on écrit pour les enfants, on est obligé vraiment de forcer, de rassembler la substantifique moelle de l'argument de la manière la plus économe possible, ce qui, en un sens, n'est pas tellement différent que de faire un cours. Sauf que c'est une histoire qui est bien illustrée, magnifiquement illustrée également. Donc cette petite Nilou, ce matin, a du mal à se lever, et pourtant il faut bien qu'elle se lève parce qu'il faut qu'elle aille à l'école. Donc elle va à l'école, comme sa mère ne lui laisse pas le choix, elle doit aller à l'école, comme la plupart des enfants du monde. Les choses ont un petit peu changé avec la pandémie. Les écoles dans les pays en développement ont été fermées pendant quasiment 2 ans. Elles ont été les premières à fermer, les dernières à rouvrir. Mais aujourd'hui, je pense que beaucoup d'enfants sont aussi revenus. La situation est un peu plus instable. Mais juste avant la pandémie de Covid, la grande majorité des enfants dans le monde étaient effectivement scolarisés. Donc, première idée qu'on pouvait avoir, qui est que beaucoup d'enfants n'ont pas accès à l'école, c'est en fait pas réel. Vous voyez ici, par exemple, sur la carte, selon pour les pays pour lesquels on a des données, des taux de scolarisation primaire qui sont largement au-delà de 90% dans la plus grande majorité des pays, avec une exception peut-être dans les pays du Sahel, où les taux de scolarisation sont les plus faibles. Mais même là, on est largement au-delà de 60%. Au cours du temps, même depuis 1998, donc pas depuis les 25 dernières années, on a de moins en moins d'enfants d'âge scolaire qui ne sont pas à l'école, en particulier donc, à tous les âges en fait. Déjà en 1998, beaucoup d'enfants d'âge, beaucoup de garçons allaient à l'école primaire, puis on a vu les filles les rejoindre, et puis on a vu une diminution du nombre d'enfants d'âge de collège qui n'allaient pas à l'école, et maintenant c'est au tour du lycée. Une autre idée un petit peu reçue qu'on a sur l'éducation, qui est liée à cette idée que beaucoup d'enfants n'ont pas accès à l'école, c'est l'idée que les écoles sont loin. Donc, je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire de Pascal Plessou sur la longue marche pour aller à l'école. Évidemment, c'était un documentaire, donc c'est vrai, il y a des enfants dans le monde pour lesquels l'école est loin. Si vous tapez dans un moteur de recherche distance pour aller à l'école monde, vous verrez des photos, des images, etc. d'enfants qui font des périples incroyables pour réussir à aller à l'école. Et donc, à nouveau, c'est des situations qui existent, qui sont réelles, mais qui ne sont pas majoritaires. Par exemple, tous les villages de l'Inde ont au moins une école dans un rayon d'1 kilomètre à la ronde pour les enfants. Et dans beaucoup de cas, il n'y a pas une école, mais
une offre pléthorique d'offres scolaires, une école privée, une école publique, plusieurs écoles privées, etc. Ça devient un petit peu plus compliqué pour le collège et encore plus pour le lycée, mais en tout cas pour les écoles primaires, elles sont souvent juste là, juste disponibles. Donc notre petite Lilou, elle est en retard, et donc même si l'école est proche, elle doit se dépêcher. Cette image, quand Cheyenne Olivier l'a dessinée, la première fois qu'elle a dessiné son image d'école, elle a dessiné une image et elle a écrit un texte du type « Nilou doit marcher très vite parce que l'école est très loin ». Et donc c'est un exemple de à quel point, sans même y penser, les stéréotypes nous habitent en fait. Et donc là, j'ai pu lui dire non, en fait, les écoles sont tout près, donc on va changer le texte pour dire que l'école est proche et elle doit se dépêcher. Le fait que les écoles soient toutes proches est lié à un financement public de l'éducation et ainsi qu'à une offre privée importante. Dans nos pays à nous, la grande part des coûts éducatifs sont portés par l'État, en particulier pour ce qui est du secteur primaire et secondaire. Vous voyez ici un certain nombre de pays riches où sur la totalité des enfants, on voit en Finlande, 0% des coûts de l'éducation sont portés par les familles pour le primaire et le secondaire. En France, c'est autour de 5 ou 7%, parce qu'il y a des enfants qui vont à l'école privée, un petit peu plus aux États-Unis. Dans les pays en développement, dans les pays plus pauvres, c'est différent. Il y a des situations très diverses d'un pays à l'autre, mais il y a des pays où les familles sont responsables de la plupart des coûts. Donc si les enfants sont à l'école aujourd'hui dans une très large mesure, ce n'est pas seulement parce qu'il y a eu un investissement public dans l'éducation, il y en a eu un, mais aussi parce que les parents ont accepté, se sont rendus à l'idée, se sont enthousiastes à l'idée d'envoyer leurs enfants à l'école. Quand on interroge les gens dans des enquêtes, il y a une adhésion très forte au projet scolaire chez les parents qui sont prêts donc à dépenser de l'argent pour les envoyer à l'école privée dans beaucoup de cas ou pour les soutenir les écoles publiques dans lesquelles ils vont. Les enfants eux-mêmes, c'est moins clair. On voit ici chez notre amie Nilou, elle passe à côté de ses 3 enfants qui sont assis sur une pierre et qui font l'école buissonnière. Ils n'aiment pas l'école, ils n'y sont pas. Cette pierre, elle vient en fait d'une image qui me restait dans la tête d'une de mes premières visites en Inde, au Rajasthan, où nous travaillions avec une ONG qui avait des petites écoles. Et devant l'école, il y avait un rocher avec 3 enfants qui étaient assis sur leur rocher. Et à ce moment-là, ça m'a dessillé sur un des stéréotypes, un des préjugés que j'avais à cette époque, et que si les enfants étaient absents à l'école, c'est parce qu'ils avaient des choses à faire, que les parents ils devaient travailler dans les champs, etc. En fait, très très peu des enfants, il y a des enfants qui travaillent, je vais vous parler de certains enfants qui travaillent un peu bientôt dans cet exposé, mais les enfants sont énormément absents à l'école, il manque beaucoup de jours d'école, on n'a pas des données très complètes, mais vous voyez ici, sur les données qu'on a, par exemple, tout le nombre d'enfants qui vont à l'école, moins de 60% du temps. J'ai une carte similaire pour l'Inde qui nous montre des taux d'absence des enfants de 30 à 40%. Et en fait, les enfants qui sont absents ne sont pas absents, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'ils doivent aller travailler dans les champs. Ils sont absents parce qu'ils sont absents. Et souvent même, leurs parents ne sont pas au courant. Et il y a eu une étude qui a été faite au Brésil qui demandait aux parents, où les parents avaient la possibilité de soit de recevoir un transfert
inconditionnel pour un transfert financier, pour une bourse pour soutenir la scolarisation de leur enfant, soit inconditionnel, soit conditionnel à une assiduité régulière. Donc les gens avaient le choix entre l'un ou l'autre. Et quand le transfert était conditionnel à une assiduité régulière, ils recevaient de ce fait tous les jours un SMS de leur école leur disant si l'enfant était effectivement à l'école ou non. Eh bien, les parents, devant ce choix, préféraient largement, étaient prêts à payer un petit peu pour avoir accès à un transfert conditionnel, donc ils étaient à risque de perdre, et de recevoir ces SMS sur l'assiduité de leurs enfants. Donc en fait, les parents n'ont pas forcément un contrôle très très fort sur les enfants, ne savent pas vraiment ce qui se passe à l'école, seraient très demandeurs en fait d'être mieux intégrés à l'école par leurs enseignants. On va le voir aussi dans le reste de l'histoire de Nilou, mais surtout ne sont pas vraiment responsables de l'absence de leurs enfants. L'absence de leurs enfants vient des enfants eux-mêmes qui, si possible, ne sont pas là. Alors pourquoi les parents sont-ils si enthousiastes à l'idée d'envoyer leurs enfants à l'école et pourquoi la société, les gouvernements voudraient financer cette éducation. Finalement, on le trouve peut-être en France, c'est une évidence qui a été avec nous depuis de nombreux siècles, mais finalement, pourquoi des individus voudraient envoyer leurs enfants à l'école et pourquoi une société voudrait les aider à le faire? Alors, parce qu'il y a des bénéfices privés, des bénéfices qui viennent à l'individu lui-même, sous la forme potentiellement de salaires plus élevés, sous la forme d'une meilleure santé pour la personne elle-même, pour ses enfants, sous la forme d'une meilleure éducation aussi pour ses enfants. Ça, ce sont donc les bénéfices supposés privés de l'éducation. Tout ça, vous pourrez justifier pourquoi, dans un pays, par exemple, comme on a vu, comme le Togo, les parents sont prêts à payer d'eux-mêmes la plupart des coûts de l'éducation, si ces bénéfices existent réellement. Par ailleurs, donc ça c'est la première question, quel est le bénéfice potentiel de l'éducation d'un point de vue individuel? Mais pour qu'une société pense qu'il est important de payer pour l'éducation des enfants, c'est parce qu'il faut que la société elle-même reconnaisse des bénéfices qui soient publics, qui aillent au-delà des bénéfices de chaque individu. Parce que si c'était juste une question si juste en allant à l'éducation je pouvais avoir un revenu supplémentaire, je devrais être capable d'emprunter pour payer pour ce revenu supplémentaire. Alors quels sont ces bénéfices externes, ces bénéfices sociaux que l'éducation pourrait avoir? D'abord, l'idée de contagion, en quelque sorte, c'est-à-dire un travailleur qui est plus éduqué, plus instruit, peut en former d'autres. Par exemple, un travailleur plus instruit pourrait être capable d'adopter certaines machines qui ensuite pourraient être utiles à d'autres. Un fermier plus instruit pourrait être plus à même d'adopter de nouvelles technologies et ensuite d'en faire profiter ses voisins. Donc, c'est ces idées de contagion. Les enfants, les personnes plus éduquées sont supposées avoir moins d'enfants et des enfants en meilleure santé qui sont un coût moindre pour la société. On pense aussi souvent qu'il y a des bienfaits politiques à des citoyens mieux élevés, mieux éduqués, qui peuvent participer, plus les gens sont éduqués, plus ils participent politiquement, ils sont capables de lire le journal, d'écouter la radio, de comprendre les programmes, etc. Donc tout ça, c'est ce qu'on entend sur les discours, qui justifieraient un investissement individuel et sociétal pour l'éducation. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur tout cela? Tout ça, jusqu'à présent, je vous ai donné des idées, mais est-ce qu'on a des données qui nous disent que ces bénéfices sont effectivement présents? Alors, au niveau national, il n'y a absolument aucun doute que l'éducation est fortement corrélée avec la croissance économique. Donc ça, on voit sur ce dessin différents pays. Chaque acronyme est l'acronyme d'un pays, Zimbabwe, Singapour, Pérou, Afrique du Sud, Philippines. Ensuite, on met sur l'axe des Y, on met la croissance.
tout ça est conditionné à un certain nombre d'autres facteurs. Par exemple, on enlève la pauvreté de départ, etc. Et quand on fait ça, on voit une très forte corrélation. Bon, c'est une corrélation. On voit aussi une corrélation très forte au niveau à nouveau national entre l'éducation et la mortalité infantile. C'est des données des Nations Unies qui montrent les pays avec une bulle plus grande quand la population est plus importante. Plus l'éducation moyenne est importante, comme au Japon, à Hong Kong, plus la mortalité infantile est faible. À nouveau, c'est une corrélation. On trouve la même corrélation, le même type de corrélation, ça peut être, ces deux graphiques vous sont sûrement familiers, peut-être moins familiers, même type de corrélation entre les années d'éducation et l'adhésion aux valeurs de la démocratie libérale au sens américain du terme, c'est-à-dire les élections, le remplacement des dirigeants, etc. Donc à nouveau, on voit aussi une corrélation forte entre l'un et l'autre. Ça, c'est donc les corrélations au niveau national. Alors, au niveau national, évidemment, on peut se dire que le même genre de pays qui arrivent à éduquer leurs citoyens sont aussi les pays qui ont une organisation économique mieux faite, et donc c'est normal qu'ils croient plus vite, qu'ils aient moins de mortalité infantile, etc. Au niveau individuel, on retrouve la même corrélation, que les individus qui sont mieux éduqués gagnent plus d'argent. Donc là, sur l'axe des ordonnées, on a le salaire en log, et sur l'axe des abscisses, les années d'éducation. Donc ça nous dit qu'en moyenne, pour chaque année d'éducation, ces données sont d'Indonésie, pour chaque année d'éducation supplémentaire, une personne gagne à peu près 7 à 8% de salaire de plus. Et jusqu'au lycée, où ça devient tout d'un coup beaucoup plus, mais quand les gens sont allés à l'université. Mais que ce soit au niveau, on retrouve à nouveau le même type de corrélation positive entre l'éducation et par exemple la mortalité infantile. On voit ici l'éducation maternelle et l'éducation du père. Que ce soit l'éducation maternelle, mais surtout l'éducation des mères, on voit que plus les mères sont éduquées, au niveau individuel maintenant, plus les mères sont éduquées, plus la mortalité néonatale avant 1 an et avant 5 ans est faible. Donc toutes ces corrélations, que ce soit au niveau national ou au niveau individuel, c'est des corrélations que les gens ont bien en tête, que les décideurs politiques ont bien en tête, que vous avez sans doute bien en tête, et qui sont les idées de tous les bénéfices qu'on peut avoir de l'éducation. Mais bien sûr, il faut se méfier des corrélations. Donc ces graphiques ne sont pas nécessairement une indication d'un effet causal de l'éducation sur la croissance, la mortalité infantile, etc. Prenez par exemple le dernier dessin qui montre que les gens qui ont plus d'éducation ont aussi moins de... la mortalité, quand les parents ont plus d'éducation, la mortalité infantile est plus faible. Bon, on sait aussi que les gens qui ont plus d'éducation ont plus de chances d'habiter dans une ville où il y a accès à des soins de santé de meilleure qualité, ont plus de revenus, ont plus d'entre-gens, et que tout cela, finalement, fait que pourrait expliquer la moindre mortalité infantile, et pas seulement l'éducation elle-même. Donc tout ça, et on pourrait refaire le même genre de raisonnement sur chacun des graphiques que je vous ai montrés. Et donc étonnamment, ou peut-être pas si étonnamment que ça, on avait jusqu'à récemment assez peu c'est vraiment un sujet d'insatisfaction pour moi, c'est que autant on avait, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, des données nous montrant qu'il y a un effet causal de l'éducation sur les salaires, autant pour tous les aspects sociaux, que ce soit l'effet de l'éducation des mères sur la mortalité infantile ou l'éducation de leurs enfants, on en était quand même réduit plutôt aux corrélations. Donc on a été réduit à penser que, autant qu'on sache, les effets ont l'air positifs, mais on ne sait pas absolument avec certitude.
ce qui n'est pas une situation très agréable dans laquelle se trouver, en particulier quand on veut se faire un avocat de l'éducation. Alors, pourquoi cela? Comment ça se fait que, alors que je ne suis pas du tout la première personne à dire qu'il faut se méfier des corrélations, comment se fait-il qu'on n'ait pas réussi jusqu'à relativement récemment à pouvoir dire quelque chose de vraiment très précis sur le lien de causalité entre l'éducation des enfants et l'éducation de leurs futurs enfants ou leur santé? Comment ça se fait? Eh bien, le problème, c'est que pour obtenir des données comme ça, pour monter une expérience comme celle-là, il faut d'abord beaucoup de temps, parce que les enfants doivent, si on trouve un moyen d'augmenter l'éducation de certains enfants, il faut d'abord le faire, puis après, il faut attendre qu'eux-mêmes aient des enfants, et pouvoir suivre ces enfants, et ensuite mesurer les capacités cognitives, par exemple, des petits-enfants, c'est pas si facile que ça, donc il faut trouver un moyen de le faire, etc. Donc, en fait, c'est un projet qui est suffisamment compliqué pour que il n'ait pas pu se faire pendant longtemps. Avec Pascaline Dupas, dont je vous ai parlé au sujet des moustiquaires, Michael Kramer, Liz Pelke, qui est une professeure de psychologie à Harvard, et Mark Walsh, qui est un étudiant à Stanford, nous avons finalement réussi à mener ce projet de longue envergure. Il est au Ghana, où, de manière assez représentative de ce qu'on trouve dans beaucoup de pays d'Afrique, la discussion de la gratuité de l'enseignement supérieur, de l'enseignement du lycée, en fait, des 3 ou 4 dernières années de lycée, est vraiment le sujet politique qui se pose. Donc, en 2000, dans les 3 élections qui ont eu lieu en 2008, en 2012 et en 2016, le débat principal, c'était est-ce qu'il faut rendre l'éducation secondaire, le lycée, gratuit? Les partisans de l'éducation se concentrent sur les avantages potentiels, donc tout ce dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant. Les opposants se concentrent sur les coûts. L'éducation, le lycée, est encore un sujet parce que c'est beaucoup plus cher de financer l'éducation au lycée que le primaire ou même le collège. Parce que les enseignants qui peuvent enseigner au lycée, dans un pays comme le Ghana, c'est les mêmes qui peuvent aussi travailler dans l'entreprise, dans les ONG, dans les gouvernements, etc. Alors qu'un enseignant de primaire peut être formé relativement rapidement, un enseignant de secondaire doit être expert dans sa matière, donc il y a une compétition entre l'éducation et le reste. Donc du coup, les salaires des enseignants dans le secondaire sont plus élevés, en particulier dans des pays assez dynamiques comme le Ghana, où il y a en fait une espèce de compétition entre l'économie et l'éducation, qui a tendance à pousser l'éducation de côté. Donc, les coûts sont importants. Le coût d'une scolarité, d'une année de scolarité est important. Et si on rend l'éducation gratuite pour tout le monde, on va finalement dépenser beaucoup d'argent pour un certain nombre d'enfants qui seraient allés à l'école de toute façon. Donc, c'est ce qu'on appelle dans le jargon économique les dépenses inframarginales, c'est-à-dire des dépenses que le gouvernement prend en charge, alors qu'auparavant, c'était les familles qui les prenaient en charge, et les familles étaient capables de le faire. Elles l'auraient fait de toute façon, et maintenant, c'est le gouvernement qui paye. Pour pouvoir toucher les familles qui sont arrêtées, qui ne peuvent pas aller à l'école à cause du problème financier, on est obligé c'est la partie émergée de l'iceberg, on est obligé de financer l'iceberg dans son ensemble. Parce qu'on n'arrive pas à séparer qui ne serait pas capable d'aller à l'école sans la subvention. D'où ces débats politiques assez violents avec l'idée justement que ce serait régressif de financer l'éducation au lycée, d'autant plus qu'au Ghana, en tout cas à l'époque, c'est quelque chose qui est aussi fait l'objet de débats, l'accès au lycée n'était pas garanti, même pour ceux qui pouvaient payer. À la fin du collège, il y a un examen, un petit peu comme le BEPC chez nous, le brevet chez nous, mais le brevet donne accès au secondaire et il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Beaucoup d'enfants ne réussissent pas l'examen et donc ne sont pas placés. Donc là, à nouveau, pour réussir le brevet, il faut déjà être assez favorisé pour aller dans un collège suffisamment bon et travailler suffisamment bien. Donc une autre raison pour laquelle il y avait la peur que rendre l'éducation
secondaire gratuite, sans rien changer, était une dépense qui serait potentiellement régressive en comparaison à dépenser les mêmes budgets, par exemple, pour l'éducation pré-primaire. Donc tous ces débats ont lieu. En 2016, le camp pro-gratuité a remporté les élections. En 2017, ils ont lancé leur projet lycée gratuit. Le gouvernement estime que cette politique a conduit 90 000 élèves supplémentaires à s'inscrire, qui ne seraient pas inscrits sans cela. Mais le débat se poursuit encore, l'opposition remettant toujours le sujet au centre de la discussion. Donc, qu'est-ce qui est clé dans ce débat ? C'est de savoir si l'éducation a des bénéfices, et en particulier pas tellement des bénéfices privés sur les salaires que les familles, pour lesquels les familles pourraient investir elles-mêmes, mais des bénéfices d'ordre plus sociétal, par exemple sur la santé des enfants. Donc là, on voit donc en 2017, le lycée gratuit a été introduit, et on voit un décrochage du nombre d'enfants, beaucoup plus d'enfants qui sont venus à l'école. Alors avant cela, il se trouve que nous avons quelque chose à dire sur ce sujet aujourd'hui, puisque quelques années avant cela, en décembre 2018, nous avions identifié un nombre d'enfants, 2000 enfants, qui, dans 177 collèges répartis dans 5 régions rurales au Ghana, des enfants qui avaient été admis, donc qui avaient passé le brevet. Ensuite, il y a un système un petit peu comme nos systèmes AFELNET. Ils avaient été alloués par un algorithme à un établissement. Mais en septembre, ils ne s'y étaient pas rendus. Et la plupart du temps, quand un enfant qui est alloué à un établissement ne s'y rend pas, c'est qu'il n'a pas l'argent pour payer les frais d'inscription. En tout cas, à l'époque, c'était le cas, puisque les frais d'inscription étaient là et étaient importants. Donc du coup, les enfants n'étaient pas scolarisés, on est allé les chercher, on a vérifié que c'était effectivement pour des raisons financières. Et comme ça se fait de manière assez fréquente au Ghana, de ne pas aller à l'école tout de suite, puis de passer le premier trimestre à essayer de rassembler l'argent auprès de sa famille, auprès de l'employeur des parents, des cacaotiers, etc. Donc il y a beaucoup d'enfants qui arrivent à l'école en janvier. Donc du coup, ayant identifié ces enfants, nous avons fait un tirage au sort de 682 élèves. Et nous sommes allés et nous leur avons proposé une bourse de 4 ans d'études pour le lycée, donc qui couvrait les frais d'inscription pour toute la scolarité. Donc la bourse couvre la totalité des frais d'inscription et de scolarité d'un élève pendant 4 ans, mais pas la nourriture ou la pension. Donc ils vont à l'école près de chez eux, ils sont alloués près de chez eux. Voilà un petit peu le calendrier de ce projet. Donc en mai, ils avaient passé leur brevet, puis ils l'avaient eu en juillet. En août, ils avaient été admis. En septembre, la rentrée commençait, mais ils ne s'étaient pas rendus. En décembre, c'est là que nous avons... entre septembre et décembre, nous avons identifié ces enfants. Puis en janvier, nous avons randomisé donc, les enfants soit dans le 682 qui recevaient une bourse, soit dans le groupe de contrôle. Et depuis, nous les suivons, ces enfants, qui ne sont plus des enfants. Depuis 2008, ma co-auteure Pascaline note que 4 enfants sont nés dans l'équipe de recherche depuis que ces enfants sont à eux-mêmes allés au lycée. Donc en 2012, c'est la première année où ils pouvaient passer le bac s'ils n'avaient pas redoublé. Il y a quelque chose d'un peu étrange au Ghana, il y a 1 an de battement entre le bac et l'inscription. C'est comme si on faisait post-bac après avoir le bac, donc du coup il y a 1 an de flottement. Donc 2013, c'était la première année où ils pouvaient potentiellement s'inscrire dans le supérieur. Et nous les avons suivis tous les ans, de 2013 à aujourd'hui. En fait, on est encore en train de les suivre. Premier résultat important, c'est que recevoir cette bourse augmente la chance d'un enfant d'aller à l'école. Alors, dans le groupe de contrôle, vous avez ici la probabilité de finir l'école secondaire pour tous les enfants, puis pour les filles et pour les garçons. Et vous voyez que ce n'est pas 0 du tout, en fait. 45% des enfants qui n'avaient pas commencé l'école pour des raisons financières en septembre finissent par trouver quelque chose et commencent en janvier. Mais quand même, d'avoir cette bourse augmente cette probabilité très fortement de presque 30%. Donc on passe de 45% d'enfants qui ont, dans le groupe de contrôle qui finissent l'éducation secondaire à 45 plus 30, que je ne me trompe pas, 75% dans notre groupe. Dans
Pour les filles, c'est un petit peu moins, de 40, et à nouveau une augmentation de 30 points de pourcentage, donc proche du doublement. En termes d'années d'éducation, ça correspond donc, il y a une différence d'à peu près 0,25. L'école secondaire est 4 ans, donc ça fait en moyenne 1 an de plus d'école, 1 an de plus d'école secondaire en moyenne. Mais en fait, ça correspond à 25% d'enfants en plus qui font 4 ans. Maintenant, je vais vous dérouler un petit peu certains des effets qu'on trouve dans la suite. Donc, par exemple, en 2019, une de nos enquêtes récentes, mais avant le Covid, puisqu'on voit que 15% des enfants sont allés dans le groupe de contrôle, ont poursuivi à l'université, et dans le groupe de traitement, on est passé à 15% plus 4, donc 19%. Parmi les filles, on est passé de 12% à 19%. Parmi les garçons, de 18% à 18%. Donc en fait, les filles rattrapent et dépassent les garçons. Pour ceux qui sont aujourd'hui dans le secteur tertiaire, donc il y en a qui, en fait, ça commence, ça continue. Il y a encore 3,5% de filles qui sont dans le tertiaire et 3% de plus dans le groupe de traitement, donc 6% dans le groupe de traitement. Il y a encore des garçons aussi, 6% qui sont dans le groupe de traitement. Donc on voit des effets sur l'éducation secondaire et sur la poursuite des études, plus grands parmi les filles que parmi les garçons. Vous voyez, cette différence est même significative, c'est-à-dire elle est suffisamment large pour qu'on puisse dire qu'elle est réelle et qu'elle n'est pas due au hasard. Donc ça, c'est la première chose. Les gens ont continué leurs études. Par contre, on voit que sur les emplois, on voit aussi une petite différence, pas énorme, mais on voit une petite différence sur les revenus en 2022, où les enfants gagnent à peu près 320 CDs de plus que les 2600, donc une augmentation de revenus d'un peu plus de 10% pour les 4 ans d'école. Mais je tiens à faire remarquer que cette augmentation de revenus, on ne la voit qu'à partir de 2022. Donc ça a pris presque 10 ans pour qu'on commence à voir une différence de revenus systématique entre ceux qui sont allés à l'école et ceux qui ne sont pas allés. Et elle vient essentiellement de peu d'enfants qui ont accès au secteur public. Donc 4% de plus d'enfants, mais 7% de plus des filles, c'est entièrement dû aux filles, à accès à un poste de fonctionnaire, donc c'est essentiellement enseignant ou infirmière. Donc, chez les filles, par exemple, on est passé de 5% de fonctionnaires, on est passé de 6% de fonctionnaires dans le groupe de contrôle à presque 14% dans le groupe traitement. Donc ça, c'est pour les bénéfices, financiers. Alors, c'est un petit peu inquiétant que ces bénéfices financiers ne soient pas énormes, d'une part, et par ailleurs soient entièrement dus à des postes de fonctionnaires, parce que ça donne l'idée qu'elles sont entièrement privées. C'est pas que les gens sont devenus plus... parce que les postes de fonctionnaires, le camembert est de taille fixe. Donc si un enfant de mon groupe de traitement prend un job d'enseignant, il n'y a pas un job d'enseignant de plus, il le prend à quelqu'un d'autre. Donc on n'a pas l'impression qu'il y ait eu une augmentation de la productivité qui rayonne sur toute la société. Donc c'est un petit peu troublant de voir que les bénéfices sur le marché du travail sont plus faibles qu'on pensait et plus du type de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Et ça a sans doute à voir avec deux choses. D'une part, l'économie du Ghana, qui n'était pas en pleine forme toute cette période-là, et d'autre part, le fait que ça coïncide justement avec le fait que l'éducation est maintenant gratuite, l'éducation au lycée est maintenant gratuite, et donc il y a eu un déferlement d'enfants éduqués qui sont tous arrivés en même temps sur le marché du travail, ce qui potentiellement peut faire diminuer le bénéfice pour chaque personne d'avoir accès à l'éducation. Donc si on en restait là, on pourrait se dire que ce n'est pas clair aujourd'hui que le gouvernement du Ghana veuille subventionner l'école secondaire. On commence à trouver quelque chose de différent quand on regarde les bénéfices d'ordre plus social, en particulier pour commencer par la fertilité. Donc ce que vous voyez au cours du temps, là, j'aurais dû mettre les années, mais c'est les années au cours du temps, le nombre de filles qui ont eu au moins un enfant. Donc j'ai mis grossesse précoce, mais au départ elles sont précoces parce que les filles ont 16-17 ans, mais ensuite elles sont de moins en moins précoces. Et ce qu'on voit, c'est que dès le début, s'opère un petit décrochage entre le groupe de contrôle et le groupe de traitement en termes de nombre de filles qui ont eu au moins un enfant,
Autour de là, qui est l'époque justement de 19 ans, on voit une forte différence qui persiste. Donc les filles du groupe de traitement ont eu moins d'enfants plus tôt que les filles du groupe de contrôle. Elles finissent par... Donc au départ, c'est pas du tout... Il y a moins d'enfants pendant la période scolaire. On peut dire que c'est ce qu'on appelle, dans le jargon d'économistes très élégant, un effet d'incarcération. C'est-à-dire, tant que vous êtes à l'école, vous ne pouvez pas vraiment avoir des enfants. Mais même par la suite, en fait, il n'y a pas vraiment de rattrapage. Donc c'est aussi plus probablement un changement d'attitude vis-à-vis du nombre d'enfants qu'on veut avoir. Encore plus important, la probabilité que ces enfants survivent augmente dans le groupe de traitement. Donc vous voyez ici la probabilité qu'un enfant survive, qu'un enfant qui est né entre 2013, qui est le début de nos enquêtes de suivi, et 2019, soit encore vivant en 2019, pour tous les enfants, puis après ceux qui ont survécu jusqu'à 1 an, ceux qui ont survécu jusqu'à 3 ans, s'ils avaient 3 ans. Bon, là, 95% des enfants survivent, 96% des enfants survivent jusqu'à 1 an, ce qui est quand même une mortalité infantile de 4%, ce qui est important, mais c'est une population qui est une population pauvre au départ, et presque 5% pour la survie à 3 ans. Et on voit un déclin de la mortalité infantile, de la mortalité des enfants chez les filles qui ont reçu la bourse. Donc vous voyez, la probabilité de survie augmente de 95% à 95 plus 2,4, c'est-à-dire 97,4%. Autrement dit, la mortalité infantile passe de 5% dans le groupe de contrôle à 2,4% dans le groupe de traitement. Donc une division par 2 du nombre d'enfants qui sont nés dans notre échantillon et qui sont morts avant 2019, que vous retrouvez par exemple ici pour la survie jusqu'à 3 ans de 5% à 2,5%. Ça c'est pour les filles. En 2022, même résultat. Malheureusement, quelques enfants sont morts en plus, mais on trouve toujours une probabilité de survie qui est 2% plus forte chez les enfants, 1,2 jusqu'à 1 an et 2,8 jusqu'à 3 ans. Et chez les garçons, rien du tout. Donc les enfants des garçons qui ont reçu une bourse n'ont pas plus de chances de survivre. Alors ces deux résultats, l'effet qu'il y a un effet très fort de l'éducation sur la survie et que les effets sont beaucoup plus grands pour l'éducation des filles que pour l'éducation des enfants, c'est peut-être quelque chose que vous avez eu l'impression d'avoir toujours su, parce que c'est clairement dans l'air. On le voit, l'UNICEF nous en parle, la Banque mondiale nous en parle, etc. Mais c'est quelque chose que moi, je ne savais pas, parce que je ne l'avais jamais vu de manière causale comme ça, et pas juste sous la forme d'une corrélation. Donc pour moi, c'est pour ça que je voulais passer du temps sur cette expérience avec vous aujourd'hui, parce que c'est vraiment... c'est un résultat très important qui peut-être conforte, ce n'est pas toujours le cas que les résultats très importants nous surprennent, celui-là peut-être conforte nos intuitions, mais d'une manière qui doit nous donner encore plus d'ambition d'envoyer les enfants à l'école et de leur donner une bonne école. Deuxième résultat très important, qui est issu des travaux que nous avons faits avec Lise Pelke. Donc, ce que nous avons pu faire, normalement c'est très difficile de mesurer les connaissances cognitives des enfants dans les pays très pauvres parce que les batteries qu'on a, qui sont administrées de manière internationale, sont des batteries compliquées. Il faut un psychologue qui observe l'enfant pendant 1 heure, qui lui pose des tests, etc. C'est difficile à faire, ça coûte cher, on ne peut pas aller partout dans le Ghana pour faire ça. Donc ce sur quoi nous avons travaillé avec Lise, c'est à développer une batterie de tests qui puisse être administrée par des investigateurs habituels, donc les gens habituels qu'on peut recruter facilement pour faire des enquêtes ménage, avec l'aide d'un ordinateur parfois. J'avais fait donc les tests se font, il y a certaines activités qui sont sur ordinateur, il y a certaines activités qui sont faites avec des supports concrets, par exemple des petits personnages. Les tests sont vraiment inspirés
de la recherche la plus récente en sciences cognitives sur comment les enfants apprennent, mais ils sont faits de manière ludique et quelque chose qui peut être fait pour les enfants. Donc, Lise et son laboratoire ont beaucoup travaillé sur ces tests, ont beaucoup travaillé sur la reliabilité de ces tests, est-ce qu'on peut faire confiance, etc. Et maintenant, on les utilise donc pour mesurer l'impact de notre projet, mais d'autres gens pourraient l'utiliser pour mesurer l'impact de leur projet à eux sur les capacités cognitives. C'est mesuré en termes d'écart type, donc une mesure standard, disons. Et ce qu'on voit, c'est que à partir de... Donc la moyenne est à 0 pour tout l'échantillon. Et ce qu'on voit, c'est que les enfants, à partir de 5 et 7 ans, les enfants des filles, ont des scores cognitifs beaucoup plus élevés. Donc 0,3 ou 0,5 d'un écart type, ça équivaut à peut-être 2 années d'école bien faites, ont des performances cognitives beaucoup plus élevées dans le groupe traitement que dans les groupes contrôle. Alors pour faire ces enquêtes, c'était toute une affaire logistique parce que comme les enfants du groupe traitement sont nés plus tard, puisque les filles ont eu des enfants plus tard, pour les mesurer au même âge, pour que les tests soient comparables, il fallait pouvoir les mesurer au même âge. Donc en fait, on avait tout un calendrier de quand les enfants allaient naître et une fenêtre très étroite de tir pour pouvoir tester l'enfant 2 mois avant ou 2 mois après l'anniversaire de 3 ans, l'anniversaire de 5 ans, l'anniversaire de 7 ans. Et donc, toutes les équipes qui rayonnaient dans tout le Ghana pour aller à la recherche de ces petits-enfants et administrer ces tests. Et donc, on voit ces effets très importants sur le développement cognitif des enfants. Alors, tout ça, en particulier l'effet sur la mortalité, l'effet sur la fertilité, l'effet sur la mortalité, l'effet sur le développement cognitif, change complètement le calcul de est-ce qu'il est souhaitable pour un gouvernement comme celui du Ghana d'investir dans l'éducation secondaire, même en sachant qu'une partie de cet investissement est au profit de gens qui auraient été à l'école de toute façon. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est d'essayer avec ces données de calculer, c'est un peu froid, mais c'est très important, de calculer le rapport coût-bénéfice d'un an d'éducation gratuite pour l'école. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, en se concentrant sur les filles, en se disant si je veux dépenser pour financer une année d'éducation supplémentaire gratuite par fille, ça me coûte à peu près 337 $ par année. J'ai une réduction de la mortalité de 2%. Donc le coût, mon coût par mort évité est de 11 800 $. Par année de vie, 337 $. Il se trouve que les gens utilisent donc on peut maintenant comparer ça, le coût par année de vie, à d'autres interventions. Par exemple, les moustiquaires pour la malaria, la vaccination, etc. Alors, c'est plus cher qu'une moustiquaire, mais c'est vraiment dans l'ordre, à peu près dans l'ordre de prix d'une moustiquaire. Donc ça, bien que ce ne soit pas une intervention qui vise directement et seulement la santé, simplement en termes de survie, ça se compare en termes de capacité de coût-bénéfice à des interventions comme les solutions de réhydratation orale quand les enfants ont la diarrhée, les moustiquaires, les vaccins, les 3 interventions qui sont les plus, dont l'efficacité coût-bénéfice est la plus forte. Et si on franchit le pas et de faire ce que font parfois les hommes politiques ou les hommes ou les femmes politiques, de mettre une valeur sur la vie humaine, avec 3 différentes valeurs sur la vie humaine, on se rend compte que c'est une intervention qui a un rapport bénéfice sur coût qui est énorme. À peu près 62 $ au minimum, 693 fois, c'est-à-dire votre dollar rapporte 693 $ en termes d'une façon un petit peu alambiquée de calculer le bien-être. Mais c'est ce que font les hommes et les femmes politiques quand ils se demandent s'ils vont construire un pont. Ils calculent combien de vies seront sauvées, utilisent un de ces nombres pour la valeur d'une vie et se demandent si le pont en vaut la chandelle ou pas. Donc si on faisait ces calculs-là pour l'éducation,
on trouverait un rapport extrêmement fort des bénéfices au coût d'investir dans l'éducation. Donc on voit que ces bénéfices non financiers sont en fait le cœur de la raison pour laquelle on veut investir dans l'éducation, que ce soit l'éducation, que ce soit investir dans les bâtiments, les enseignants, les enfants, etc., mais aussi dans, bien sûr, la qualité de l'éducation. On peut supposer que cet effet vient de ce que les filles ont appris, et que donc plus l'éducation est de qualité, mieux elles apprendront. Alors, est-ce que les parents raisonnent de la même manière que ce que je viens de raisonner? Est-ce que les parents raisonnent en termes de bénéfices supposés de l'éducation pour leurs enfants, que ce soit les bénéfices financiers ou que ce soit les bénéfices non financiers? Alors, les parents regardent un certain nombre de choses quand ils décident que faire pour envoyer leurs enfants à l'école. La distance, les coûts directs, est-ce qu'il y a des coûts, est-ce qu'il y a des bourses, est-ce qu'il y a des transferts qui dépendent des bourses, quels sont les coûts d'opportunité, par exemple si l'enfant n'est pas à l'école, est-ce qu'il peut travailler, etc. Et toutes les données, les enquêtes montrent que les ménages sont sensibles à tous ces éléments. Par exemple, quand on construit une école plus près, les enfants ont plus de chances d'aller à l'école. Il y a une étude très intéressante sur l'Afghanistan qui a été faite, où beaucoup de gens pensent qu'en Afghanistan, il y a il y a des barrières culturelles, par exemple, à la scolarisation des petites filles. Il y a une étude qui a été faite, bien sûr pas sous le gouvernement actuel, mais peu après l'invasion américaine en Afghanistan, où le gouvernement américain a financé la construction d'écoles primaires dans les écoles. Et ce qui montre, c'est que quand il y a une école primaire dans les écoles, les filles ont beaucoup... Quand il y a une école primaire dans un village, les filles ont beaucoup plus de chances d'aller à l'école. Donc en fait, la résistance des parents à la scolarisation des filles, ou la résistance sociale à la scolarisation des filles, n'est pas si forte que ça, puisque le fait même d'avoir une école directement dans le village peut la faire baisser. Donc toutes ces choses, tous ces coûts sont importants. On a vu évidemment dans le cas du Ghana que les ménages sont très sensibles aux coûts. On a vu dans toutes les expériences de transferts sociaux conditionnels à l'éducation qui ont été réalisées par exemple en Amérique latine, où les familles reçoivent des allocations familiales qui dépendent de la scolarisation de leurs enfants au lycée, que les gens y sont très sensibles et répondent fortement à ce genre de choses. Ils répondent aussi aux bénéfices. Donc on voit ici les parents, quand Nilou finalement se fait tenter par l'école buissonnière et à un moment disparaît de l'école, sa mère la découvre dans un champ et ses parents lui font la leçon en lui disant « mais voyons, ne sois pas bête, retourne à l'école ». Et on a mis là les arguments qu'on entend dans les familles, quand on interviewe les familles sur pourquoi ils veulent que les enfants aillent à l'école. Et c'est vraiment en termes de tu gagneras un bon métier, tu auras un bon salaire, fais un effort pour ta mère et pour ton père. Les parents comprennent bien ou supposent qu'il y a des bénéfices financiers importants à envoyer leurs enfants à l'école. Preuve de cela, au-delà de simplement leur poser la question, est-ce que les gens répondent, est-ce que les parents répondent à la perspective d'un gain financier, une étude réalisée en Inde qui a fait finalement changer le bénéfice de l'éducation, en particulier le bénéfice de l'éducation des filles, dans certains villages et pas dans d'autres. Alors comment ça se passe? Donc d'abord, cette étude a été faite en Haryana, qui est un des États les plus conservateurs de l'Inde, un des États où la mortalité des petites filles est la plus élevée en comparaison avec la mortalité des petits garçons, où les femmes travaillent le moins, où il y a le plus de violences conjugales, etc. Donc vraiment un État où on pourrait penser que les normes contraignent fortement l'éducation des filles. Mais il se trouve aussi que cet État que Delhi, la capitale, est collée à cet État, et qu'à Delhi, il y a beaucoup en particulier dans les banlieues de Delhi, il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent des filles et des garçons pour répondre au téléphone. Donc, moins en France, parce qu'elles ne parlent pas vraiment français, mais en Amérique, en général, quand on téléphone pour demander un service à sa banque ou pour faire réparer son Internet, c'est quelqu'un qui est à Delhi qui répond au téléphone.
Donc pour cette enquête, pour cette étude, ce qu'a fait Rob Jensen, le chercheur, c'est qu'il a travaillé avec des entreprises qui avaient des emplois à offrir dans ces centres. Ça s'appelle des BPO, une entreprise de services professionnels, dans ces BPO. Ils ont choisi au hasard des villages dans lesquels ils allaient pour demander, pour introduire cette possibilité, pour dire voilà cette possibilité, voilà le salaire, voilà la formation que vous devez faire, etc. Et il faut absolument avoir terminé le lycée en anglais, dans une école anglaise, pour pouvoir prétendre à ces emplois. Et donc certaines des jeunes filles qui avaient déjà terminé le lycée, ou des jeunes hommes d'ailleurs, c'était ouvert aux filles et aux garçons, sont partis. Mais c'est une opportunité un peu unique, parce que bien qu'elle est ouverte aux filles et aux garçons, mais comme les filles n'ont pas beaucoup d'autres possibilités, c'est une possibilité vraiment nouvelle pour les filles, alors que les garçons avaient d'autres sources d'emploi possibles. Donc ils ont fait ça au hasard, et donc maintenant à nouveau on compare, c'est une expérience randomisée où on compare l'éducation des petites sœurs, et des petits frères d'ailleurs, l'éducation des petites sœurs et des petits frères dans les villages où cette campagne de recrutement a eu lieu et dans les villages où cette campagne de recrutement n'a pas eu lieu. Et ce qu'on voit, c'est que pour les filles, dans les villages où cette campagne de recrutement a eu lieu, il y a juste 3% des jeunes filles qui y sont allées, donc ce n'est pas énorme, mais enfin c'est suffisant pour montrer que c'est une possibilité. Et si on regarde les petites sœurs, eh bien, les petites sœurs ont 5% de plus d'être à l'école si elles ont entre 6 et 17 ans, 5% de plus que les 76% d'habitude. Elles sont mieux nourries, et elles ne sont pas plus grandes, parce que là, c'est un peu tard pour récupérer sur la taille. Mais donc, elles vont plus à l'école, elles sont mieux nourries. Les garçons, on ne trouve pas d'effet. Et ce qui est intéressant chez les garçons, c'est que dans la première enquête, ils avaient demandé aux familles quels garçons vous voulez garder à la ferme pour s'occuper de la ferme après vous, et quel garçon pourra aller travailler, faire ce qu'il veut. Et quand on sépare entre les garçons qui doivent rester à la ferme et les garçons qui peuvent travailler, faire ce qu'ils veulent, les enfants qui peuvent travailler, faire ce qu'ils veulent aussi reçoivent plus d'éducation, et ceux qui veulent garder à la ferme, en fait, reçoivent moins d'éducation quand cette possibilité est montrée, parce qu'ils ne veulent surtout pas qu'ils puissent la saisir, parce qu'ils veulent que quelqu'un puisse reprendre l'exploitation. Donc voilà, on montre qu'à nouveau, même dans cet état très conservateur, la possibilité maintenant de faire quelque chose, de gagner un revenu financier grâce à l'éducation, motive les parents pour envoyer leurs filles. Mais les parents donc, sont sensibles aux revenus qu'ils attendent de l'éducation, mais n'ont pas une vision très réaliste de ces rendements. Et en particulier, ils ont tendance à vraiment surestimer énormément les rendements financiers qu'ils peuvent attendre de l'éducation. Au début de l'étude du Ghana, on était allé, dans notre enquête de base, dans notre enquête avant d'avoir fait quoi que ce soit, on avait demandé aux parents quels bénéfices ils attendaient de l'éducation. Et ils s'attendaient à une augmentation des revenus de 275% pour un enfant qui finissait l'éducation secondaire par rapport à un enfant qui finissait juste le collège. Donc les effets qu'on a trouvés, c'est de l'ordre de 7%, 8%, donc ils sont très très loin du compte. Pas seulement, c'est une différence vraiment d'ordre significative. Et la raison pour cela, c'est qu'ils pensaient qu'un diplôme de lycée, c'était un ticket pour un job dans l'enseignement ou un job de fonctionnaire, l'enseignement, la police, être infirmière, etc. Ou alors dans le secteur privé des ONG, par exemple. Mais il se trouve que ce n'est pas le cas, en fait. Je vous ai montré un effet sur l'accès à l'enseignement supérieur, sur l'accès au fonctionnariat public, mais il n'est pas si important que cela. Il est de 3 points de pourcentage, pas de 100 points de pourcentage comme ils avaient l'air de le penser. Le problème, c'est que ces croyances, elles ne sont pas vraies que seulement au début. Ce n'est pas seulement les croyances des parents qui sont des illusions, puis une fois qu'ils sont allés à l'école, elles se défont. C'est une croyance qui reste avec les enfants, et les enfants, les jeunes, et la raison pour laquelle on a pris si longtemps avant de voir un effet sur les salaires, c'est que pendant très longtemps,
les jeunes éduqués ne font rien. Mais quand je dis rien, c'est rien. Ils restent chez eux, chez leurs parents, et ils attendent la possibilité qu'ils puissent un jour avoir accès à l'enseignement tertiaire. Donc ils attendent, ils font la queue en quelque sorte chez eux, en se disant à un moment je vais pouvoir aller dans le supérieur, je vais pouvoir avoir un diplôme d'université et je vais pouvoir devenir fonctionnaire. Et donc ça continue, ça continue. En 2013, 43% du groupe de contrôle pensaient qu'ils candidateraient dans le supérieur. En 2017, 48%. Et en 2019, donc 6 ans plus tard, encore 37%. Or, il y en a chaque année 1 à 2% de plus qui candidatent. Donc c'est quelque chose qui reste, et du coup qui les empêche de faire d'autres choses. Et c'est qu'au bout d'un moment où, en fait, en 2022, beaucoup d'entre eux ont un peu perdu l'espoir sur la possibilité d'entrer dans le supérieur et d'obtenir un job de fonctionnaire, qu'ils décident de rentrer sur le marché actif et qu'on voit les différences de revenus arriver. Donc en fait, les différences de revenus ont mis du temps à se réaliser parce que beaucoup de gens attendent. Ce n'est pas seulement que le marché du travail est faible, c'est aussi que l'attente sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire de leur vie est complètement différente après avoir été éduqués. Donc voilà pour, disons, les bénéfices de l'éducation et les décisions d'éducation. Maintenant, je voudrais passer la deuxième heure sur la qualité de l'enseignement. Parce que la qualité de l'enseignement, ce que les enfants en ressortent, on voit bien, est central pour les bénéfices attendus, en particulier pour tout ce qui est les effets sur la mortalité infantile, etc., bien de ce qui a été appris à l'école, et dans beaucoup de pays extrêmement décevante. Alors dans le livre de Nilou, ce qui provoque le fait que Nilou décide d'arrêter d'aller à l'école, c'est que la maîtresse lui demande de résoudre un problème, elle n'y arrive pas du tout, et elle est terrorisée, et elle décide de ne plus revenir. Quelque temps plus tard, et elle pense qu'elle est la seule dans son cas, mais quelque temps plus tard, une jeune fille, Ambra, arrive au village. Elle s'appelle Ambra. Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi d'être là avec vous. Venez sur la place avec vos parents, j'ai un petit test de lecture pour vos enfants. 1, 2, 3, on y va. Cette Ambra, elle pourrait travailler dans une ONG qui s'appelle Pratham, qui fait tous les ans un test qui s'appelle ASER, Annual Status of Education Report, qui est un test très simple de lecture et de mathématiques. Je vais vous montrer l'exemple des mathématiques, donc une soustraction simple ou une division simple, ils n'écrivent pas les divisions comme nous, et un test de lecture donc, qui commence par essayer de faire lire un petit paragraphe à l'enfant. S'il y arrive, un paragraphe plus long. S'il n'y arrive pas, une phrase. S'il n'arrive pas la phrase, un mot. S'il n'arrive pas pas le mot, une lettre. Et ce qu'on trouve, c'est qu'en CM2, moins de la moitié des enfants sont capables de lire un paragraphe de niveau CP. Donc un petit paragraphe de niveau fin de CP. Et on voit qu'il y a très peu d'évolution entre 2011 et 2016. 2017, 2018, c'est pareil. 2019, c'est pareil. 2020, c'est le Covid, donc ça s'est effondré en 2020, mais on y reviendra. Mais donc, un niveau très faible et pas du tout en progression. Donc on voit ici Nilou qui réalise que elle ne sait pas ce qu'il y a écrit. Qu'est-ce qui est écrit là? Ou je ne sais pas. Tu comprends, toi? Je ne veux pas savoir. Il y a écrit quoi? Et elle se rend compte. Elle a peur que les autres s'aperçoivent qu'elle ne savent pas lire, mais évidemment, ce qu'elle découvre, c'est que la plupart des enfants, comme elle, ne savent pas lire. Ils ne savent pas lire et ils ne savent pas très bien compter non plus. Toujours en Inde, dans le même ASER, donné de 2014, mais c'est vraiment similaire d'un moment à un autre. Le nombre d'enfants qui savent faire cette soustraction, 25% en CE2, 40% en CM1, 50% en CM2. Pour la division, 26% des enfants savent faire une division en CE2, 32% en CM1 et 44% en CM2. C'est une division à un chiffre. Donc le niveau de lecture, les niveaux mathématiques est très très faible. Et ce n'est pas du tout unique à l'Inde. De manière générale, donc ça, ce sont des données de la Banque mondiale qui ont harmonisé
les tests qui sont faits dans les différentes écoles. Donc il y a des tests du type Acer que je vous ai montré, qui sont faits dans beaucoup de pays, qui permettent de... Il y a beaucoup de pays qui font des tests Acer, puis des tests PISA par exemple, ou des tests Acer et un autre test. Et donc en allant comme ça d'un test à un autre, on arrive à construire, ce que la Banque mondiale a fait avec beaucoup de travail, et c'est très très utile, des tests on arrive à mesurer les compétences scolaires de manière harmonisée. Et ce qu'on voit, c'est une corrélation très très forte entre le revenu par tête et ce score harmonisé avec les pays d'Afrique ici, qui ont les scores les plus faibles. De manière générale, le niveau, disons, de performance des enfants à la fin de primaire, ça correspond à peu près à la fin de primaire, est très 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 faible en sortie d'école. Donc j'ai commencé par une bonne nouvelle en disant tous les enfants vont à l'école, mais quand même la mauvaise nouvelle, c'est qu'une fois qu'ils y sont, ils n'y apprennent pas grand-chose. Donc ça, c'est la première mauvaise nouvelle. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est qu'on peut aller un petit peu plus loin dans le diagnostic et de dire que non seulement les écoles n'apprennent pas grand-chose, mais elles ont aussi du mal à s'appuyer et à reconnaître les connaissances qui existent dans le système, que les enfants ont déjà à l'extérieur du système. Je vais vous partager avec vous deux études qui le montrent, je crois, de manière très claire. Une sur les tout petits enfants, mathématiciens en herbe, et l'autre sur des adolescents qui travaillent sur les marchés. Alors l'étude sur les adolescents, sur les petits enfants, voilà un groupe de ces petits mathématiciens en herbe, a été réalisée aussi avec Liz Pelke, ma collègue en psychologue de Harvard. Dans des petites écoles informelles maternelles, cette classe-là, c'est la classe, c'est un balcon en fait. Les enfants sont sur un balcon et c'est une toute jeune fille là, qui leur fait la classe avant la classe, donc c'est l'âge 4 ans ou 5 ans avant de rentrer à l'école. Ces petites écoles sont randomisées en 3 groupes. Un groupe où ils font des jeux mathématiques, que je vais vous expliquer la nature de ces jeux dans quelques minutes. Un groupe où ils font un autre type de jeu, les mêmes règles, mais des contenus différents. Et finalement, un groupe contrôle. L'étude a duré à peu près 18 mois, avec d'abord des évaluations pré-test, puis le programme lui-même, puis les premières évaluations post-test à 6 mois, puis les enquêtes finales à 12, puis 18 mois. Et en fait, juste après la pandémie, on a retrouvé la plupart de ces enfants, de ces adolescents, et on les a retestés une fois. Alors voilà un exemple de jeu. Donc, vous avez une carte devant vous. Est-ce qu'il y a plus de points rouges ou plus de points bleus? Et quand l'enfant retourne la carte, il peut voir s'il avait raison ou pas. Par exemple, s'il y a plus de points rouges ou plus de points bleus, il y a plus de points bleus, il y en a 22. Donc c'est un exemple de quelque chose que si vous suivez les cours de Stanislas Dehaene ici, vous avez déjà entendu. C'est que tous les enfants, sauf s'il y a un handicap très fort, ont une connaissance des mathématiques intuitives qui ne repose pas sur les symboles, qui leur permettent par exemple de comparer plus et moins, de faire des additions intuitives même, de comparer les formes, de faire une analyse visuelle des formes, etc. Ce qui est connu, c'est que donc, tous les enfants ont ces compétences, que ces compétences peuvent s'entraîner, qu'on peut devenir meilleur à le faire, même si elles sont intuitives, mais on peut s'entraîner pour devenir encore meilleur. Et on sait aussi qu'elles sont corrélées avec, ces compétences dans le jeune âge sont corrélées avec les performances mathématiques ultérieures. Sans que ça indique nécessairement une causation, puisque ça peut être simplement que les enfants qui sont bons en maths sont bons dans les mathématiques intuitives, puis après, plus tard, sont bons aussi avec les nombres. Voilà un autre exemple. Quelle carte n'appartient pas avec le reste? Et donc on voit que, voilà, c'est pas celle-là. Celle-là, elle fait partie du reste. C'est bien celle-là. Je pense que vous avez tous deviné. Donc notre idée, c'était de se dire, voilà, puisque les enfants ont du mal à l'école, peut-être qu'en les préparant au mieux, on peut les aider à réussir davantage à l'école. Donc l'idée, c'était de faire
de préparer un petit cursus pour ces écoles primaires très défavorisées, pour les mettre en avance, pour les préparer à l'enseignement primaire. Alors évidemment, le simple fait de jouer avec eux à ces jeux, c'était quelque chose de nouveau, quelque chose qu'ils ne faisaient pas dans leurs écoles. Donc si on avait trouvé un effet positif, ça aurait pu être l'effet du contenu mathématique, ou ça aurait pu être l'effet de jouer avec des règles, de prendre chacun son tour, etc. Du coup, pour comparer ça, on a voulu introduire des jeux sociaux où c'est exactement les mêmes règles, donc vous comparez plus content, moins content, ou quelle est la carte qui ne va pas avec les autres. Mais cette fois, c'est pas plus, moins de points, c'est plus content, moins content. Et la carte qui ne va pas avec les autres, c'est celle qui n'est pas contente dans un endroit où tout le monde est content. Donc ça entraîne la sensibilité à l'émotion et à la direction du regard. Premier résultat de cette étude, c'est que les enfants indiens apprécient et progressent dans ces jeux autant que les enfants américains sur lesquels ces jeux ont été pilotés, les enfants de post-doc et de jeunes professeurs qui gravitent autour du laboratoire de Liz Spelke à Harvard. Nos enfants ont progressé au même rythme, ils apprécient les jeux tout autant que les enfants américains. Premier point, sur lequel je vais revenir un peu plus tard. Deuxième point, de participer à ces jeux a effectivement, comme on s'y attendait, permis d'augmenter les compétences non symboliques. Donc, à la fin, on leur fait faire des choses qui ne sont pas des jeux, qui sont des tests, mais qui testent un petit peu les mêmes compétences. Et on voit que les enfants qui ont participé à nos jeux ont des scores bien plus élevés que les groupes du contrôle, alors que ceux qui ont participé aux jeux émotionnels ont des scores un peu plus élevés, mais pas tellement. Et par ailleurs, ces gains persistent au cours du temps. Donc, un an après, 18 mois plus tard, ils ont toujours des compétences non symboliques plus fortes. Donc le programme semble avoir, au premier ordre, fait ce à quoi on s'attendait qu'il fasse. Deuxième point, au bout de 6 mois, juste avant qu'ils entrent à l'école, on leur a aussi testé, est-ce qu'ils reconnaissent les nombres, est-ce qu'ils reconnaissent les formes. Le programme lui-même ne le fait pas, mais peut-être que justement l'idée, c'est que d'avoir ces compétences symboliques leur permettrait de prendre plus parti des compétences symboliques qui leur sont enseignées dans leur école, dans leur petite école. Et on voit effectivement un effet de 13% d'un écart type. Par contre, dès qu'ils sont à l'école, cet effet disparaît entièrement. On ne voit plus aucune différence à 6 mois, 12 mois, et 10 ans plus tard, ça ne revient pas non plus. Donc le programme, du point de vue d'un programme pédagogique, est un échec, dans le sens où il n'a pas amené à une augmentation pérenne des performances à l'école, ce qui était l'objectif. Mais plus important pour nous, pour mon propos juste maintenant, c'est un échec du programme, mais c'est aussi un échec de l'école, parce que ça veut dire que l'école n'a pas été en mesure de tirer parti de la capacité mathématique accrue des élèves, parce que c'est clair qu'ils avaient une capacité mathématique accrue quand ils sont arrivés, qu'avant d'entrer à l'école, leur connaissance symbolique était plus élevée, et que les écoles ont réussi à écrabouiller tout ça. Ce qui n'est pas entièrement surprenant quand on va dans une classe de CP en Inde, où les mathématiques sont enseignées un peu comme la poésie, dans le sens où les enfants récitent des tables de multiplication. On voit que savoir qu'est-ce qui est plus grand, moins grand, semble pas complètement pertinent. Premier point qui dit, pour illustrer le fait que les écoles ont du mal à tirer parti des connaissances qui existent dans le système. Deuxième exemple, c'est une étude que nous avons réalisée à Calcutta, puis à Delhi, sur les marchés. Donc, je vous dis que la plupart des enfants d'âge scolaire sont à l'école et ne travaillent pas, mais il y en a quand même qui travaillent. Et d'ailleurs, il y en a qui font les deux en même temps, qui travaillent et qui vont à l'école. Et on en trouve en particulier sur les marchés, dans les zones urbaines. Souvent des adolescents, plutôt des garçons, qui sont toujours très impressionnants, parce qu'on a l'impression qu'ils savent exactement ce qu'ils font, qu'ils vous rendent le change très vite. Et je m'étais toujours posé la question de savoir si, est-ce que d'abord, ils rendent le compte exact, et deuxièmement, s'ils le font, est-ce que c'est parce qu'ils connaissent tout par cœur, ou est-ce que c'est parce qu'ils font vraiment les calculs très vite comme ça, parce que c'est très impressionnant de les voir travailler. Donc du coup, ce qu'on a fait, que ce soit à Calcutta ou à Delhi, c'est qu'on a envoyé des enquêteurs acheter des aubergines et des tomates. Donc ils allaient sur les étals, comme ça, et ils demandaient 2 légumes ou fruits à l'enfant, dans des quantités un peu inhabituelles, donc 300 grammes de pommes, 250 grammes de tomates,
et lui donner un gros billet, disons 500 roupies, et l'enfant devait faire 2 multiplications, une addition et une soustraction pour donner le change exact. Et ensuite, il vérifiait le change et voyait si c'était correct. Si ce n'était pas correct, il lui disait « je crois que tu t'es trompé » et il recalculait. Si c'était correct, c'est la fin de la transaction. Donc ils ont fait ça 3 fois dans la même journée. Une fois qu'ils ont fait ça, donc ça, ils ont fait ça pas en se faisant passer pour des clients normaux. Quelque temps plus tard, d'autres enquêteurs sont venus, sont allés voir l'enfant et lui ont demandé, et à ses parents, s'il voulait bien répondre à quelques questions mathématiques. Ensuite, on est arrivé à faire la même chose dans les écoles, mais dans le sens inverse. Donc, les enfants ont l'habitude de répondre à des questions mathématiques. On a construit un petit marché pour eux de choses à vendre à l'école. Et on a joué au marché et ensuite on a posé des petits problèmes mathématiques. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? D'abord, que les enfants qui travaillent dans les marchés, utilisent efficacement l'arithmétique dans leur travail. Donc, vous voyez ici que à Calcutta, entre 95 et 98% des enfants donnent le bon calcul pour cette opération compliquée, donnent la bonne réponse pour cette opération compliquée. À Delhi, c'est aussi de l'ordre. Pour la première transaction, comme les choses sont inhabituelles, il faut qu'ils se réchauffent un peu. Mais après, on arrive aussi à 94-95% de réponses correctes pour les enfants qui travaillent sur les marchés. En comparaison, les enfants qui ne travaillent pas sur les marchés, qui sont scolarisés, sont autour de 50%. Et ce que ce graphique ne dit pas, c'est qu'ils mettent énormément de temps à faire ce calcul. Donc pour répondre, là, en moyenne, ils mettent entre 15 et 20 minutes. On vient juste de faire des tests, là. On est en train de refaire avec les enfants des écoles où on leur donne entre 2 et 4 minutes. Et là, les réponses sont de 2%, 4%, sont capables de trouver la réponse en 2 et 4 minutes. Alors que ces enfants-là le font quasiment instantanément. Donc on voit des enfants du même âge qui sont dans les marchés extrêmement forts en calcul mental. Deuxième chose, on leur demande, quand on leur demande de répondre à des tests scolaires, donc on leur fait le test Acer que je vous ai montré. Est-ce qu'ils savent reconnaître les chiffres, faire des soustractions, faire des divisions? Et bien là, on retrouve ce qu'on trouve dans les données nationales. C'est-à-dire, il n'y a que 32% de ces enfants qui savent faire une division, que 54% qui savent faire une soustraction simple, et même pour reconnaître des nombres, il n'y a que 85% des gens qui savent reconnaître les nombres. Mais surtout, par exemple, regardez, il n'y a que la moitié des enfants qui savent faire une soustraction simple, alors que 95% de ces mêmes enfants savent faire dans le même calcul 2 multiplications, une addition, une soustraction qui n'est pas une soustraction simple. Donc il y a quelque chose qui cloche dans le passage de l'un à l'autre. Et comme les nombres sont inhabituels, ce n'est pas des nombres qu'ils savaient par cœur, c'est vraiment un calcul qu'ils ont fait. Et de manière générale, on peut ensuite, quand on a interviewé les enfants et qu'on leur fait faire des calculs de plus en plus loin de ce qu'ils font d'habitude, si on leur pose des questions sur les tomates, mais on leur dit, imagine par exemple que les tomates ne soient plus 55 roupies le kilo, mais 75, alors ce serait combien? Et ils sont tout à fait capables de changer de prix. Donc là, on change au fur et à mesure soit ce qu'ils vendent, soit le prix auquel ils le vendent, soit les unités dans lesquelles c'est vendu. Et ils sont capables de le faire. Plus on s'éloigne, plus c'est difficile pour eux. Ce qui est difficile pour eux, c'est les présentations abstraites. Donc là, on passe d'une présentation abstraite à une présentation concrète. Donc on passe de 25 pommes moins 4 pommes à 25 moins 4. Donc 25 moins 4, c'est 43% de réussite. 25 pommes moins 4 pommes, 90%. Ça, c'est Calcutta. Et Delhi, c'est un peu moins net. Mais pour les divisions, par exemple, on voit un taux de succès dans les divisions qui est multiplié par 5 quand on passe de l'abstrait au concret. Donc première chose. Deuxième chose très intéressante, les enfants des marchés, même sur des problèmes abstraits, sont capables de les résoudre s'ils sont facilement, s'ils peuvent être traités comme des problèmes de 10. Par exemple, si je leur donne 59 moins 14, ils sont capables de faire 59 moins 14 beaucoup plus facilement que 67 moins 14, simplement parce que 59 moins 14, c'est 60 moins 14 plus 1. Et je ne leur dis pas ça, je leur dis c'est 59 moins 14. Leur performance à 59 moins 14, même quand c'est abstrait,
monte à 85%. Donc ils sont capables de trouver des méthodes quand il y en a qui sont trouvables. Simplement, quand on le met devant un problème qui est à la fois abstrait et pas facilement simplifiable, ils essayent de mettre en œuvre leur protocole qu'ils ont appris à l'école, parce qu'ils ont tous été scolarisés et la moitié d'entre eux sont encore scolarisés. Et là, ils essayent de se souvenir de l'algorithme et ils s'en souviennent de travers. D'où les erreurs qu'ils font. Et donc ça, c'est une façon dont on a illustré ça dans le livre. C'est un petit peu difficile de l'illustrer avec les mathématiques. Alors on l'a illustré avec la lecture, mais c'est la même chose, où la maîtresse dit « répétez après moi, la grammaire est importante » et les enfants répondent « ma grand-mère est un peu lente ». Et c'est un petit peu, c'est une façon, disons, un petit peu humoriste de dire exactement ce qu'on a sur les enfants apprennent les algorithmes, essayent de répéter les algorithmes, ils les ont appris de travers. Donc en fait, ils sont incapables de les reproduire, alors même qu'ils ont que ce groupe d'enfants a cette compétence mathématique. Alors ça, c'est le premier résultat important de ces enfants, sur ces enfants. Deuxième résultat important, c'est pour les enfants scolarisés qui, eux, sont à l'école. Je vous ai dit que leur performance a des problèmes de marché est beaucoup plus faible que celle des enfants de marché. Et en plus, ils le font tellement lentement, et c'est un exemple de ce qu'ils font pour essayer de résoudre ces problèmes. Donc il y en a un qui a beaucoup d'additions à faire, il les écrit toutes. Donc ils essayent comme ça de mobiliser leurs connaissances, ça leur prend énormément de temps. Et donc finalement, le peu qu'ils savent n'est pas immédiatement applicable, parce qu'on met un enfant dans un marché, il ne pourrait pas résoudre ça. Donc c'est un problème plus profond dans ce qui manque aux écoles. Ce n'est pas que les écoles n'apprennent pas grand-chose aux enfants, qu'il n'y a que la moitié des enfants qui savent lire, mais en plus, les connaissances qui existent dans le système écologique, chez les enfants, que ce soit chez nos petits mathématiciens d'école maternelle ou dans les marchés, ne sont pas repérées, et que les compétences qui sont enseignées ne sont pas appliquées, en tout cas pas complètement, dans le système, dans la vie réelle. Par exemple, l'enquête ACER pour les enfants un peu plus grands a des problèmes pratiques. Par exemple, est-ce que si vous avez un paquet de sel de réhydratation pour 30 litres et que vous voulez faire 20 litres, combien vous mettez du paquet? La plupart des enfants, même ceux qui savent faire des divisions, ne sont pas capables de résoudre ce problème simple d'application concrète. Donc il n'y a pas ce passage. Il y a la connaissance de l'école et il y a la connaissance pratique, et elles n'arrivent pas à se parler les unes aux autres. Alors, qui est responsable de cet état de fait? Tout le monde se rejette la faute. Les parents disent que c'est la faute de l'enfant, d'abord. Ils sont déçus et inquiets, ils lui font la leçon toute la soirée. La maîtresse dit que c'est la faute des enfants. On voit, la maîtresse dans ce livre-là fait peur au départ. Après, elle change. Enfin, c'est pas qu'elle change, c'est qu'on comprend d'où elle vient. Mais elle s'énerve, elle dit voilà, tu es bête. Et cette image, on l'a beaucoup commentée en disant comment vous pouvez représenter les enseignants comme ça. Mais c'est parce que c'est effectivement une réalité en Inde où souvent la première réaction des enseignants, même quand on leur parle, c'est les parents, c'est les enfants, ils ne peuvent pas apprendre, ou c'est les parents, ils ne les aident pas, ils ne sont pas vraiment motivés, etc. Donc ça, c'est de rejeter la responsabilité sur les enfants. Une autre manière de rejeter la responsabilité sur les enfants de manière plus douce, disons, c'est ce que nous dit par exemple un Bill Gates en disant « Oui, la seule manière d'augmenter les performances scolaires, c'est de mieux nourrir les enfants, parce que les enfants arrivent à l'école, leur cerveau n'est pas bien développé, parce qu'ils n'ont pas assez mangé quand ils étaient petits. » Donc c'est une autre façon de le dire, plus polie, de dire « Les enfants ne peuvent pas apprendre. » Là où ils ne veulent pas apprendre, les parents ne peuvent pas les aider, etc. Puis finalement, il y a les parents qui s'énervent contre la maîtresse, qui dit que c'est la faute de la maîtresse. Donc voilà, les parents attaquent les enfants, puis la maîtresse attaque les enfants et les parents. Et les enfants dans tout ça se sentent terrorisés ou déplacés, et donc on a notre petite Nilou qui décide de sortir de l'école. Alors, est-ce qu'il y a des chances est-ce que c'est les enfants? C'est très peu probable que ce soit les enfants qui ne peuvent pas apprendre, parce que souvenez-vous de nos petits mathématiciens en herbe. Leur progression, donc à 4 ans, 5 ans, juste avant qu'ils entrent à l'école, leur progression sur les tests mathématiques est aussi rapide que celle des jeunes Américains.
Donc, en tout cas, jusqu'à 4 ans, ils étaient parfaitement capables d'apprendre. On trouve aussi exactement les mêmes corrélations entre les compétences symboliques actuelles, courantes ou ultérieures, et les compétences non symboliques aux États-Unis. Donc, tout ce qu'on peut voir, le fonctionnement cognitif des enfants indiens est simplement le même que celui des enfants américains. Donc, ils seraient capables d'apprendre aussi bien que les enfants américains. Première chose, donc ce n'est pas les enfants. Deuxième chose, ce n'est pas non plus les ressources qu'ont les enseignants. Ce n'est pas seulement parce que les enseignants ne sont pas bien payés. En fait, les enseignants, dans la plupart des pays pauvres, sont relativement bien payés par rapport au reste de la population. Au contraire en France, où les enseignants sont extraordinairement mal payés. Mais en Inde, les enseignants sont bien payés par rapport au reste de la population. Et il y a eu des expériences consistant à doubler leur salaire pour voir si ça a augmenté les performances scolaires. On ne voit pas vraiment beaucoup d'augmentation, on ne voit pas beaucoup d'effets de faire ça. Donc ce n'est pas le salaire des enseignants en Inde, en France, qu'il soit dit pour le record qu'en France il y a un gros problème de salaire des enseignants, mais pas en Inde et pas au Kenya. Vous avez vu à quel point tout le monde veut absolument être enseignant, parce que c'est un emploi sûr, bien payé, etc. Donc c'est probablement pas ça non plus. Mais ce n'est pas non plus ce que les parents reprochent aux enseignants dans le livre de Nilou, ou ce que le réflexe presque instinctif des économistes que c'est les enseignants qui ne travaillent pas assez, parce qu'ils sont fonctionnaires, etc. Ce n'est pas non plus ça. Pourquoi on pense que ce n'est pas ça? Parce que il est vrai que quand on donne aux enseignants, quand on leur donne des incitations financières sur des points extrêmement précis, par exemple dans une étude que j'ai faite au Rajasthan, où les écoles étaient loin et c'était des enseignants uniques, donc quand l'enseignant n'était pas là, la classe était fermée. Donc j'avais travaillé avec une ONG pour donner des primes aux enseignants à chaque fois qu'ils venaient. Et là, on voit un effet, il y a un effet sur la présence, et la présence a un effet sur les performances futures. Mais les écoles qui ont le plus d'incitation, finalement, à faire ce que les enfants et les parents attendent, ce sont les écoles privées. Donc, s'il y avait vraiment un effet très fort sur les enseignants, on trouverait des performances beaucoup plus fortes dans le secteur privé que dans le secteur public. D'abord parce que, en particulier dans un pays comme l'Inde, les enseignants du privé, qui sont beaucoup moins payés, peuvent être renvoyés à tout moment. Donc c'est clair que les écoles, il y a un marché extrêmement compétitif de l'école privée. Il y a la moitié des enfants qui sont scolarisés dans les écoles privées. Les parents ont énormément de choix et l'exercent. Donc on pourrait penser que s'il y a un endroit où les enseignants sont vraiment très sensibles aux attentes des parents, ce serait dans le privé. Donc si c'était une question d'effort réalisé, on le trouverait des performances beaucoup plus fortes dans le privé que dans le public. En termes de corrélation, c'est ce qu'on voit d'ailleurs. Les enfants du privé ont des scores, par exemple au test ACER, plus importants que les enfants du public. Mais évidemment, c'est juste une corrélation. Les enfants qui vont dans le privé sont différents que les enfants qui vont dans le public. Ce sont des enfants dont les parents sont soit un petit peu plus fortunés, soit plus motivés. Et en général, les parents vont faire un choix, ils vont mettre un de leurs enfants dans le privé en pensant que ça va lui réussir et pas l'autre. Bon. Tout ça pour dire qu'on ne peut pas vraiment comparer le privé et le public. Donc il y a une étude qui permet de répondre à cette question, qui est le système. Il y a quelques années, le gouvernement indien a introduit une loi qui s'appelle droit à l'éducation. Et dans cette loi de droit à l'éducation, ils ont introduit un quota pour les écoles privées en disant que toutes les écoles privées, qui en quelque sorte sont sous contrat, presque toutes les écoles privées sont soutenues par le gouvernement, comme en France, que toutes les écoles privées sous contrat, c'est-à-dire presque toutes les écoles privées, doivent réserver 25% de leur place à des élèves pauvres, ou des élèves pauvres qui, en gros, ont un bon qui prennent avec eux. Au départ, quand cette loi était discutée, mais pas encore lancée, il y avait des endroits où il y avait des bons, il y avait des endroits où il n'y en avait pas, etc. Donc il y a eu une étude randomisée au niveau à la fois du village et au niveau individuel, où les bons qui existaient ont été donnés à des enfants dans des villages choisis au hasard. Et donc on peut comparer maintenant à la fois les enfants qui ont reçu un bon et les autres enfants autour d'eux.
Et ce qu'on constate, donc maintenant on peut comparer les performances, par exemple en mathématiques, en anglais, sur tous les tests, en Telugu, qui est le langage local, pour ceux qui ont reçu un voucher versus ceux qui n'en ont pas reçu, ou ceux qui sont allés à l'école privée à cause de ce voucher versus ceux qui sont allés à l'école publique. Et ce qu'on trouve, si vous regardez tous les tests ensemble, c'est vraiment pas grand-chose. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment d'effet sur les tests en moyenne pour un enfant qui a gagné cette loterie et qui donc est allé dans le privé plus largement, que ce soit au bout de la 2e année ou au bout de la 4e année. Si on regarde les disciplines qui sont communes, qui sont enseignées dans les écoles privées et publiques, parce qu'elles font partie du programme, c'est le Telugu, la langue locale et les maths, on voit plutôt un effet même négatif, très léger. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas être sûr que c'est un gros effet négatif, mais s'il y a un effet, il est négatif. C'est-à-dire les enfants qui sont allés dans le privé grâce à ces bourses ont des performances plutôt moindres que ceux qui sont restés dans le public. Là, on voit un effet positif, c'est en anglais. Et dans la 2e année, en hindi. C'est un État du sud de l'Inde, donc l'hindi n'est pas du tout la langue locale, les écoles publiques ne l'enseignent pas. Mais les écoles privées, certaines l'enseignent, et du coup, il y a un effet énorme en hindi. C'est comme nous, dans une école privée, on aurait plus de chances de pouvoir apprendre le chinois, que certains parents choisiraient comme étant potentiellement la langue de l'avenir. Donc, quand on combine sur les tests maths et Telugu, c'est-à-dire les disciplines de base, on trouve plutôt un effet négatif. Quand on complète par l'anglais, on trouve un effet 0. Si on rajoute l'hindi, on trouve un effet légèrement positif. Donc, il n'est pas vrai que les écoles privées enseignent systématiquement mieux que les écoles publiques. Donc, cette idée que c'est que les enseignants ne travaillent pas dur, etc., n'est pas réelle, puisqu'on met les enseignants vraiment, on leur donne les incitations maximales et on a les mêmes résultats. Donc, si les élèves peuvent apprendre et que les parents veulent qu'ils apprennent, que les professeurs peuvent enseigner et sont tout à fait prêts à le faire, est-ce qu'il serait qu'ils n'enseignent pas les bonnes choses, qu'on ne leur donne pas le bon programme? Et c'est ce qu'on a appelé la tyrannie du programme avec Abhijit Banerjee. La tyrannie du programme, c'est l'idée que les enseignants, dans cette même loi, par exemple, de Right to Education en Inde, droit à l'éducation, dans la même loi, il y avait aussi l'inscription d'avoir à finir le programme scolaire, quoi qu'il arrive. Et on retrouve cet accent sur le programme, il faut finir le programme dans toutes les écoles, que ce soit en Inde, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, où j'ai passé du temps. Donc là, dans la sphère de Nilou, voilà comment ça se passe. Donc les parents, les enfants ont fait ce test, les parents se sont rendus compte, et ça c'est quelque chose que Pratham fait, teste les enfants publiquement. Les parents commencent par se fâcher contre les enfants, puis se fâchent contre la maîtresse, tout le monde se rend compte qu'il y a un problème. Et là, comme ils sont fâchés contre la maîtresse ne revient pas. Et la maîtresse, elle est où? Les heures passent, elle n'est toujours pas là, alors il commence à être un peu inquiet, et finalement il la retrouve chez elle. Et elle dit, mais c'est pas de ma faute, je dois suivre le programme scolaire qui est bien trop dur pour les élèves. Toute seule, je n'y arrive pas, mais j'ai pas le choix, c'est la loi. Donc là, j'ai essayé de décrire vraiment la situation des professeurs qui se rendent bien compte que ce qu'ils font n'a pas tellement de sens, puisqu'ils répètent un programme que les enfants n'arrivent pas à suivre depuis bien longtemps, mais ils ne voient pas d'autres moyens de faire autre chose. Pour vous donner un exemple, c'est le programme de CM1 en mathématiques en Haryana. Donc en octobre, il faut connaître les moitiés et les quarts. En novembre, les tables de multiplication. Donc j'espère que vos tables de multiplication par 15 sont au courant, parce que sinon je ne pense pas que nous ayons notre place dans cette auguste institution, si nous ne savons pas nos tables de multiplication par 15, puisqu'on ne serait même pas bien dans un CM1, etc. Donc le volume, même qu'on ait passé des surfaces, il faut commencer à travailler sur les volumes, et puis mesurer des périmètres, etc. Donc le programme est vraiment un petit peu hallucinant, clairement conçu assez loin de la réalité que je vous ai exposée jusqu'ici. Ce n'est pas seulement un programme en Inde, c'est un programme
qui est lié à une certaine forme d'élitisme républicain, mais qui est souvent hérité dans les anciennes colonies d'un élitisme colonial. C'est-à-dire les écoles ont été mises en place par la puissance coloniale pour former un petit groupe d'élite destiné à les aider à administrer leur colonie. Et puis les colons sont partis, les écoles sont restées, les enfants sont tous venus à l'école, mais le programme n'a pas changé. Ce n'est pas non plus un problème qui est unique. C'est un problème que, par exemple, Baudelot et Establet, les sociologues de l'éducation français, ont bien montré que c'est un problème dont nous souffrons en France, d'avoir un système d'éducation élitiste et qui du coup, est dans les pays de l'OCDE, un des systèmes qui lie à la plus forte corrélation entre les inégalités scolaires et les inégalités sociales, et qui vient un petit peu du même problème d'élitisme hérité un petit peu du passé. On a la situation inverse en Finlande, où les enfants apprennent, où les programmes sont beaucoup moins ambitieux, où les enfants commencent à apprendre à lire à 7 ans et pas avant, progressent plus lentement dans les programmes, et qui a les meilleurs résultats de l'OCDE sur les enquêtes PISA ou sur l'enquête de mathématiques TIMSS, qui est l'équivalent du PISA pour les maths. Donc en Inde et au Kenya, on est plus proche de la situation un peu élitiste française, et ça produit ces déperditions dans le sens où le programme avance, les enfants sont perdus, ils se demandent, et comme on leur répète, leurs parents et leurs maîtresses leur répètent que c'est de leur faute, ils finissent par penser que c'est de leur faute, qu'ils n'ont pas leur place dans cette institution. Quand on interviewe les enfants sur leur confiance dans l'enseignement, dans leur place à l'école, ils ne pensent absolument pas avoir leur place à l'école, qui finalement produit les performances que je vous ai montrées. Alors si tel est le problème, quelle est la solution? Une solution possible, qui paraît vraiment très 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 simple une fois qu'on l'a dit, c'est qu'il faut jeter le programme scolaire à la poubelle, au moins pendant une partie du temps scolaire, et cibler l'enseignement sur les élèves qui sont en face de nous. Donc le programme a fini par s'appeler le programme de Pratham. Voilà les fondateurs de Pratham, Rukmini Banerjee et Madhav Chaval. Le programme s'appelle Teaching at the Right Level, ou programme d'enseignement ciblé en français. Et dans une classe Teaching at the Right Level, les enfants sont testés régulièrement, mais vraiment très très régulièrement. On les met dans un groupe qui correspond à ce qu'ils savent. Donc si les enfants même de CM2 ne savent pas reconnaître les lettres, ils commencent par aller dans le groupe qui travaille sur les lettres. Puis ils progressent au fur et à mesure des niveaux et sont retestés tous les mois pour passer de groupe en groupe pour accélérer leur enseignement. Et il se trouve qu'un enfant de 8 ou 9 ans qui n'a jamais appris à lire, si on se concentre sur lui apprendre à lire, peut apprendre à lire très 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 rapidement. Donc les enfants font des progrès importants. Donc là, dans notre livre, c'est ce qu'on trouve aussi. Donc la mère de nous demande aux grands frères, aux grandes sœurs d'aider les élèves. Ils ont essayé ça dans le village voisin, c'est un succès, crois-moi. Les aînés partent en ville quelques semaines. Donc la formation de Pratham, en réalité, est de 2 semaines pour venir assister la maîtresse. On voit la maîtresse qui est contente de voir les enfants partir. Et ils travaillent souvent dans l'école. Ça peut être à l'extérieur de l'école, pendant l'été, par exemple, ou ça peut être mais c'est le plus souvent dans l'école, dans le temps scolaire. Grâce aux plus grands qui se sont formés, on peut former tous ces groupes de niveau pendant une période de temps, par exemple pendant 50 jours, une remise à niveau pour tout le monde, ou même sur toute l'année scolaire. C'est un programme, j'en avais un petit peu parlé lors de ma leçon inaugurale. Ma première expérience aléatoire était en 2001-2003 avec Pratham sur l'ancêtre de ce programme d'enseignement ciblé qui s'appelait Balsaki, ou l'ami des enfants, où on utilisait un assistant scolaire en fait, pour faire du soutien scolaire pour les enfants qui étaient en retard. On avait trouvé des effets très positifs de ce programme, qui avait été répliqué dans les zones rurales, sous la forme de Read India. Puis, avec les enseignants, en 2008, très important, c'est les enseignants qui le faisaient pendant l'été, qui faisaient des camps d'été pendant l'été, pour montrer, ce qui nous montre que les enseignants peuvent aussi le faire, et sont tout à fait prêts à le faire. Et puis, à partir de 2008-2010, Pratham commençait à avoir de plus en plus d'influence dans le monde éducatif, et il y a eu des mises à l'échelle généralisées, à l'échelle d'États entiers.
Donc, dans 2 États, 2008-2010, où le programme avait été généralisé, on a pu mettre en place une expérience à l'envers, si j'ose dire, où quand un programme est mis en place de manière généralisée, on crée une zone où on essaye, où on fait une expérience de revenir au status quo pour voir si ce programme, sous sa forme généralisée, a les effets qu'on attend. C'est l'expérience à l'envers. Donc ça permet de répondre à la critique potentielle que quand on fait une expérience à toute petite échelle, on n'a pas les résultats définitifs parce que les gens sont très motivés et seront moins motivés pour le faire en réalité. Donc en 2008-2010, c'est ce qu'on a fait dans le Bihar et dans l'Uttarakhand. On a gardé un district et dans ce district, une partie des écoles ont été enlevées au hasard du programme. Les enseignants n'ont pas été formés et ont continué leur travail comme d'habitude. Et ça a été très décevant parce qu'on n'a trouvé aucune différence entre ces écoles qui avaient donc la méthode Teaching at the Right Level généralisée et les écoles qui faisaient tout comme d'habitude. Donc c'était un peu triste. Heureusement, on ne s'est pas arrêté à être désespéré parce qu'on avait pu faire des enquêtes qualitatives au fur et à mesure du programme, envoyer des gens dans les écoles pour voir comment ça se passait. Et la première chose qu'on a constatée, c'est que les enseignants ne mettaient pas en œuvre la pratique. Ils avaient été formés, ils étaient très contents de leur formation, mais ils revenaient dans leurs écoles et ils ne le mettaient pas en pratique. Première chose. Ce n'est pas inhabituel, parce que beaucoup d'enseignants finalement se méfient de nouvelles possibilités. Mais là, quand même, c'était surprenant parce qu'ils avaient l'air enthousiastes en sortant des formations. Mais après, donc, on a envoyé des équipes d'étudiants en sciences politiques et d'anthropologues aller parler aux enseignants plus en détail et à tout le monde dans toute la hiérarchie, en haut, en bas de la hiérarchie. Et il s'est trouvé que les enseignants, en gros, si je résume, ont expliqué « c'est bien sympathique votre programme, moi j'aime beaucoup les activités, tout ça, mais j'ai pas le temps, parce qu'il vaut bien que je termine le programme. Donc j'ai pas pu, désolé. » Donc ayant compris cela, nous avons pu remettre sur le tapis, Pratham, les gouvernements, nous. Ok, quelle est la réponse à ça? Numéro 1, les enseignants n'ont pas compris que c'était une politique qui leur venait d'en haut, que c'était plus important d'apprendre à lire que de faire le programme. Bon. Numéro 2, clairement, il faut créer un espace pour leur permettre de faire ça. Donc ce qui a été fait dans les expériences suivantes, d'abord, c'est de former aussi les inspecteurs qui étaient formés en participant eux-mêmes au programme, faisant eux-mêmes des classes, etc., et qui, de ce fait, dans leur tournée auprès des enseignants, pouvaient à la fois soutenir les enseignants, mais surtout leur rappeler que c'était la nouvelle, c'était ça qu'on faisait. Et ce n'était pas juste une petite formation sympathique pour se changer les idées. Donc c'était bien le message d'en haut. Donc ça, c'est première chose. Deuxième chose, 2 types d'implémentation, soit 50 jours entièrement consacrés à ce programme-là, donc on ne fait rien d'autre pendant 50 jours, donc des camps comme à l'intérieur du temps scolaire, mais soit 1 heure par jour, mais 1 heure par jour dédiée aux activités de Teaching at the Right Level, d'enseignement ciblé. Donc ces 2 programmes ont été essayés, les camps et 1 heure par jour, et les 2 se trouvent être très efficaces et très efficaces à l'échelle. Donc du coup, ça nous donne 2 modèles de faire de l'enseignement ciblé. Il pourrait y en avoir d'autres, mais enfin ça c'en est 2, qui sont généralisables. Entre-temps, il y avait une expérience au Ghana qui aussi avait montré des résultats significatifs d'utiliser les tuteurs à l'école. Et donc aujourd'hui, il y a un programme qui est maintenant généralisable et généralisé, donc qui touche à peu près 25 millions d'enfants en Inde, même plus après la crise du Covid, parce que là, tous les États se rendent compte qu'il y a énormément de besoins de remise à niveau, et donc essayent tous de mettre quelque chose comme ça en place, et qui se répand aujourd'hui dans plusieurs pays d'Afrique, grâce à une nouvelle organisation fondée par Pratham, donc c'est du transfert de sud à sud, qui s'appelle Teaching at the Right Level Africa, où les Africains sont venus en Inde pour regarder ce qu'ils faisaient, les Indiens sont venus en Afrique pour leur montrer ce qu'ils faisaient. Et par exemple, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est maintenant inscrit au programme officiel. Les activités de Teaching at the Right Level font partie de ce qui est fait à l'école.
Donc, si on va au-delà de cette intervention spécifiquement, est-ce qu'on peut faire plus que faire de l'enseignement ciblé? C'est déjà pas mal, hein, le soutien scolaire, ça peut aider les enfants très bien. Aux États-Unis, il y a toute une généralisation du tutorat vis-à-vis pour les enfants défavorisés qui ressemble un petit peu en esprit à ces méthodes. Mais est-ce que ce qu'on a appris nous en dit plus sur ce qui pourrait être fait pour réparer l'enseignement primaire, pour ne pas avoir les déperditions de connaissances dont je vous ai parlé aujourd'hui? Est-ce qu'il faut entièrement passer par les écoles privées? Est-ce qu'il faut renoncer à l'école complètement, continuer ce qu'on faisait pendant le Covid, apprendre à la maison? Est-ce qu'il faut changer les programmes? Est-ce qu'il faut opérer dans les marges? Ou est-ce qu'il faut être patient? Alors, commençons par les écoles privées. Comme je vous ai dit, les élèves des écoles privées réussissent mieux, mais ce n'est pas un effet causal, en tout cas pas en Inde. Je vous ai montré les données que ce n'était pas le cas. Une partie du problème, c'est que les écoles privées, effectivement, répondent aux attentes des parents, mais que les attentes des parents, si vous vous souvenez, pour les écoles privées, manifestement, c'était d'enseigner l'anglais et l'hindi, ce qui est utile dans la vie, certainement, mais qui montre une certaine... qui est un bon symbole des attentes des parents vis-à-vis du système scolaire, où ils attendent du système scolaire qui prépare les enfants à une carrière, et en particulier, si possible, on l'a vu au Ghana, à une carrière dans la fonction publique. Ils attendent de l'éducation qu'elle prépare aux enfants à ce qu'il faut faire pour réussir vraiment très bien dans la vie. Quand on demande aux parents quels sont les rendements attendus de l'éducation à leur avis, ils attendent très peu de rendement de toutes les premières années d'éducation jusqu'au lycée. Ils pensent que ce qu'il faut, c'est gagner la loterie. En fait, l'éducation, c'est un ticket de loterie. Il faut gagner la loterie pour avoir un job, pour avoir une formation universitaire et pouvoir obtenir un des emplois qui suit cela. Donc, du coup, les demandes des parents sont un peu déforment un petit peu les missions de l'école, et en particulier les missions des écoles privées. Les écoles privées répondent à ces attentes, et du coup, ce n'est pas clair qu'elles enseignent mieux. Au contraire, on voit juste qu'elles déplacent. On l'a vu sur le type de matière, mais on peut supposer que c'est la même chose sur le genre de programme qu'elles font, où à nouveau, les écoles privées vont essayer d'identifier les enfants qui peuvent suivre et les pousser à fond, oubliant le reste des enfants, avec la complicité, en quelque sorte, des parents. Et on voit bien que ce n'est pas la bonne chose à faire socialement, puisque nos enfants qui sont allés au Ghana, au lycée, bien que la grande majorité d'entre eux ne soient jamais allés à l'université, ont des enfants, les filles en tout cas, qui vivent plus longtemps et qui sont eux-mêmes plus éduqués. Donc il y a des bénéfices de l'éducation à tous les niveaux. On le voit pour ces enfants du Ghana, même quand ils sont allés, pas dans les meilleures écoles, mais dans les écoles tout près de chez eux. Donc on ne peut pas faire confiance, on ne peut pas s'appuyer juste sur les écoles privées pour généraliser cette connaissance. Renoncer aux écoles, alors ça paraît un peu, quand on dit ça en France, ça paraît un peu fou, de renoncer à l'école. L'école, pour nous, est au cœur de notre dispositif. Mais il faut savoir que Madhav Chavan, le directeur de Pratham, le fondateur de Pratham, dont le logo initialement était tous les enfants doivent être à l'école, le logo était initialement tous les enfants doivent être à l'école, puis il a été changé tous les enfants doivent être à l'école et apprendre. Et maintenant, c'est tous les enfants doivent apprendre. Montrons bien qu'il y a un vrai questionnement qui se pose chez ces leaders de l'éducation sur est-ce que l'école a vraiment un rôle, une place fondamentale dans l'apprentissage. Alors, donnons-leur 2 minutes. Je veux dire que Madhav Chavan, le fondateur, a cette tentation, Rukmini Banerjee, pas du tout. Donc, en fait, on a ici un débat entre les deux. Pratham aujourd'hui travaille, Pratham a une aile digitale, Pradigi, qui distribue des tablettes dans les villages et qui fait énormément de travail à l'extérieur de l'école, qui donne des tablettes avec des activités très intéressantes pour les enfants, des vidéos qui sont renouvelées tout le temps, accès à du matériel, et on est en train aujourd'hui de faire une évaluation avec eux. On voit ce genre de... ça, c'est un nouveau livre qui n'est pas encore sorti, qui donne des exemples où on voit une activité proposée qui est réalisée ensuite par les enfants en groupe. Enfin, c'est vraiment très, très intéressant ce qu'ils font.
Ce programme-là est en cours d'évaluation, n'a pas encore été évalué, mais par contre, il y en a un autre sur cet enseignement digital. Il y a un programme qui s'appelle MindSpark, qui a été mis en place dans une étude à l'extérieur de l'école, pendant du tutorat, des sessions de tutorat qui étaient faites à l'extérieur de l'école. Ce programme, en gros, n'a besoin d'aucun support enseignant. Les enfants travaillent tout seuls sur leur tablette. La tablette leur fait faire des tests, voit quel est leur niveau et leur donne des exercices qui sont appropriés à ce niveau-là en utilisant l'intelligence artificielle pour bien les localiser. Donc c'est vraiment de l'enseignement ciblé extrêmement fin. Pour les enfants qui participent, on a des effets qui sont effectivement extrêmement importants. On voit des effets de 67% d'un écart type, donc des énormes impacts sur les connaissances mathématiques, sur les connaissances en Hindi, d'avoir accès à ce programme en plus de l'école. Très bien. On voit ces résultats sur toute la distribution, pour les enfants les plus faibles au départ, pour les enfants les plus forts au départ, en mathématiques et en Hindi. Le problème, c'est que le programme, la plupart des enfants sont plutôt faibles. Le programme est à peu près là, donc très très fort. Donc malgré ces progrès, la plupart des enfants n'ont pas atteint le niveau qui leur permet de répondre aux questions qui sont posées au niveau de leur classe. Donc, ils ont progressé, il n'y a aucun doute, à tous les niveaux. On voit la barre bleue au-dessus de la barre rouge, ils ont progressé à tous les niveaux, mais pas assez pour être capables de répondre en quatrième aux questions de quatrième. Ils sont arrivés au niveau de CM2 ou au niveau de sixième. Bon, c'est déjà très bien, puisqu'au départ, ils ne savaient pas lire. Donc on a quand même fait des progrès, mais ils ne sont quand même pas encore au niveau de leur classe. On ne voit pas de progrès là-dessus. Or, c'est les écoles qui continuent d'avoir le monopole pour tester et pour légitimer les connaissances. Et en particulier, c'est les écoles qui font passer des examens. Et si on regarde l'effet de MindSpark, de ce programme, sur les examens, sur passer aux examens, sur les test scores aux examens, on ne trouve aucune différence, ou très peu de différence, sur les résultats aux examens. Donc ce n'est pas un échec de MindSpark, dans le sens où il y a des progrès, les enfants ont appris, mais le programme est tellement éloigné des enfants qu'ils n'ont pas réussi à rejoindre le niveau du programme. Donc le logiciel MindSpark a un effet modéré ou nul sur les examens, d'où un manque d'intérêt complet des parents. L'organisation qui avait subventionné cette étude se disait, bon, pendant 1 an, on subventionne l'étude, mais après, les parents devront payer une petite participation pour participer au programme, puisque c'est après l'école. Aucun parent n'a voulu payer, parce qu'ils ont vu qu'il ne s'était rien passé sur les examens, ils pensaient que ce n'était pas si utile que ça, et donc le programme a dû s'arrêter. Ce qui est regrettable, mais qui montre bien que renoncer aux écoles, ce n'est pas une bonne chose, parce que les écoles, c'est là où il y a les enfants. Les enfants vont à l'école, ça c'est acquis, je vous l'ai montré, les parents sont convaincus que les écoles ont ce pouvoir au moins de légitimiser la connaissance. Toute autre approche demande de convaincre les enfants de venir et leurs parents de venir, et ça, c'est difficile. Donc on ne peut pas réparer le problème de l'éducation sans passer par les écoles. Ça paraît évident ce que je vous dis, mais ce n'est en fait pas une opinion qui est si répandue que ça dans une classe de gens qui se méfient énormément du système éducatif. Mais on ne peut pas se passer de l'école. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? L'idéal, ce serait quand même de changer les programmes. On voit bien que beaucoup de difficultés viennent du fait que les programmes sont inadaptés. Donc ça reste quand même le Saint Graal, mais c'est une discussion qui est extraordinairement difficile. Ça fait maintenant, ma première expérience, c'était en 2002-2003, donc ça fait 20 ans, que j'ai compris que les programmes étaient inadaptés aux enfants, et ça fait 20 ans que les programmes n'ont pas changé. Il y a une fixation des programmes qui est vraiment très très difficile, très très forte opposition du monde éducatif, en particulier dans l'administration de l'éducation. On va plutôt dans l'autre direction, où on essaye de rendre les programmes plus exigeants pour se comporter, pour se conformer aux exigences du monde de demain, etc. Avec une exception quand même, la ville de Delhi en Inde,
qui, quand un nouveau gouvernement, le gouvernement App, qui est un gouvernement, disons, d'une forme de populisme, mais dans le bon sens, pro-peuple, voilà, a été élu, très très centré sur les services publics, etc., la performance. Ils sont arrivés au pouvoir, ils ont dit, nous, le programme scolaire, on ne va pas s'en occuper. On va s'assurer que les enfants apprennent quelque chose à l'école. Et ils ont fait une annonce publique là-dessus, grand chambardement. 2 ou 3 ans après cette annonce, les écoles publiques de Delhi avaient des meilleurs résultats aux sorties de fin d'école, donc niveau seconde et terminale, que les écoles privées. Et je parle des examens officiels, donc suivant le curriculum, suivant le cursus, le programme. Donc ça veut dire que d'abandonner le programme, finalement, au bout de quelques années, ça leur a permis de faire des progrès sur le programme lui-même, ce qui, on peut l'espérer, peut donner des exemples aux autres, mais c'est quelque chose qui reste relativement unique. Alors, si on ne peut pas abandonner l'école, si on ne peut pas compter sur une réforme massive des programmes, il reste les marges. Donc, le tutorat, par exemple, ce qui est fait à l'extérieur de l'école, comme le programme MindSpark, par exemple, a été fait à l'extérieur de l'école pendant le tutorat. Des écoles complètement dysfonctionnelles, par exemple, dans certains États de l'Inde ou certains pays d'Afrique où il n'y a simplement personne à l'école. Donc, du coup, là, on peut prendre possession des lieux, ce que Pratham fait de temps en temps, et administrer les écoles. L'éducation préscolaire, donc les maternelles, où il y a de plus en plus d'enfants qui participent. Maintenant, presque au moins la moitié des enfants du monde va à l'école maternelle. Il y a des écoles maternelles qui sont dans les classes, mais de plus en plus de parents, de toute façon, participent, que ce soit de manière privée ou publique. Et il n'y a pas encore vraiment de programme dans les maternelles, donc ça donne il y a peut-être une petite fenêtre d'action. Les premières années, où le programme n'est pas encore trop fou, donc il est possible d'aider les enseignants à accomplir le programme tout en restant d'une manière plus rationnelle, qui les prépare mieux à ce qui leur vient. Et les étés, qui sont très longs. On sait que les enfants, en particulier les enfants de milieux défavorisés, dans les pays riches et dans les pays pauvres, perdent énormément pendant les vacances d'été. Mais si on se saisit de l'été, ça nous fait, souvent en Inde, c'est plus 3 mois, les vacances d'été, 3 mois pour apprendre beaucoup de choses. Donc tout ça, c'est des marges dont on peut prendre parti. Exemple de tirer parti de ces marges, c'est nos programmes de jeux mathématiques. La raison pour laquelle j'avais décidé de contacter Lise Pelke pour lui demander de travailler avec moi, c'est qu'il me semblait que, ayant travaillé pendant de nombreuses années sur la mise à l'échelle du programme d'enseignement ciblé et commençant à être un peu irritée par la lenteur de faire bouger l'enseignement primaire, je m'étais dit, bien, si l'enseignement primaire ne vient pas aux enfants, peut-être que c'est les enfants qu'il faut amener, préparer mieux à l'enseignement primaire. Notre première expérience n'avait pas réussi, mais nous avons tiré l'idée que peut-être un programme qui combinerait les jeux symboliques et non symboliques permettrait aux enfants de connaître les symboles quand ils arrivent à l'école, donc d'être vraiment en avance et prêts pour le primaire. C'est-à-dire l'école primaire n'avait pas réussi à saisir des compétences qui existaient pour faire leur travail, mais on pouvait les mettre un petit peu, les préparer mieux nous-mêmes. Donc nous avons mis en place une deuxième expérience qui combinait les jeux symboliques et non symboliques. Donc, donc maintenant, on a par exemple les jeux non symboliques avec des petits points, puis symboliques avec 1, 2, 3, ou les formes qui sont des jeux de formes non symboliques ou symboliques, des additions symboliques ou non symboliques, et en fait on passe de l'un à l'autre. On commence par le non symbolique, puis ensuite on fait une transition vers le symbolique. Du coup, à la fin du programme, avant d'entrer en CP, les enfants sont prêts. Quand on regarde les effets de ça, donc on a 3 conditions, soit jeu non symbolique seulement, jeu symbolique ou jeu mixte. Sur les compétences non symboliques, on ne perd rien à avoir les jeux mixtes, c'est-à-dire même s'ils ont fait les jeux non symboliques la moitié du temps, puis après symbolique, ils ont tout aussi bien progressé sur le non symbolique, donc c'est bien. On ne perd rien, ni au premier endline, ni au deuxième, ni au troisième. Et par contre, sur le symbolique, on gagne beaucoup. On voit que les enfants connaissent mieux, sont plus avancés en termes de compétences symboliques, reconnaissance des nombres, des figures, les additions, etc., à la première enquête.
à la deuxième et à la troisième. Donc maintenant, on a un programme qui semble avoir un effet qui persiste sur 18 mois. Et peut-être dans le futur, on ne sait pas encore. Mais ce n'est pas encore un programme, dans la manière dont il était mené là, qui était très facile à adapter dans les écoles parce qu'il demandait beaucoup de personnel. Donc on a fait une troisième expérience pour développer un modèle généralisable où la maîtresse qui est là a juste besoin d'expliquer une fois ce que doivent faire les enfants, et ensuite les enfants jouent tout seuls. Il n'y a pas besoin de supervision. Ça se joue en groupe, donc ils peuvent en parler. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de faire dans les écoles, de se mettre comme ça les écoles 4 par 4 et de parler entre eux. Ils jouent il y a des jeux qui ressemblent un peu à des jeux de loi, il y a des jeux qui ressemblent un peu à des batailles, etc. Ils ont l'air de bien s'amuser, il y a des cartes qui progressent, etc. On a mis ça en place sous une expérience. Et là aussi, on retrouve, à la fois en maternelle et en CP, des progrès en mathématiques au bout d'un an qui sont tout à fait respectables pour cette version du programme qui est donc généralisable. Donc aujourd'hui, nous travaillons avec les gouvernements de plusieurs États, au Maharashtra par exemple, en Andhra Pradesh, pour mettre en place ce programme dans leurs classes maternelles, qui sont en place, ou quand il y en a dans les écoles, ce n'est pas toujours le cas, ou pour leur CP. C'est un programme qui est beaucoup plus populaire que l'enseignement ciblé, parce qu'il est vu comme étant complémentaire du programme actuel, parce que les compétences qu'il cible sont exactement celles qui sont ciblées par la première année, et c'est juste une pédagogie différente pour arriver au même résultat. Donc travailler pour les marges peut être efficace. Le souci est qu'on voit une tentation de clore ces marges dès qu'elles grandissent en importance. Donc, par exemple, en Inde, il y a une tentation de vouloir réguler le tutorat. En Chine, il a été interdit complètement. Maintenant que le pré-primaire s'invite dans le primaire, il y a une tentation d'avoir un programme. Donc, dès qu'on a un programme, on va retrouver le même problème. Et les consultants ont envahi cet espace. Et quand les consultants envahissent un espace, ils chassent les autres gens. Et donc, ça devient difficile, en fait, de travailler en collaboration comme on l'a fait avec le pré-primaire. Donc, ces marges, de temps en temps, se ferment. Donc, où est-ce qu'on en est ? Il n'y aura probablement pas de solution magique. Même les jeux mathématiques que je vous ai montrés, qui ont un certain effet, ne seront pas la seule solution au problème, mais peuvent faire partie de la solution. Les programmes d'enseignement ciblés ne sont pas toute la solution au problème, mais vont faire partie de la solution. De temps en temps, ce sera possible de changer les programmes, etc., etc. Et en fait, il faut se saisir, et c'est ce qu'on fait un petit peu dans notre travail, dès qu'il y a une marge d'action possible, la saisir et essayer de faire un petit peu des progrès là-dessus. Ça n'a pas l'aspect satisfaisant de tout mettre par terre d'un coup, de tout changer, mais ça fait quand même des progrès certains qui sont multipliés par des millions d'élèves très très vite. Donc c'est comme ça qu'on travaille sur l'éducation. Ce qu'on essaye de montrer avec Nilou, c'est que même si c'est pas, elle apprend juste un petit peu plus de maths, un petit peu à lire, elle est beaucoup plus heureuse à l'école, la vie devient plus légère et elle se couche un petit peu plus tard parce qu'elle lit une histoire. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous retrouve dans 2 semaines.